Bienvenue dans Super Potion, je suis Ludovic Mordant et je suis votre host sur ce podcast dédié au branding, marketing et marque de boissons, bières, vins et spiritueux. Je suis à la tête de Studio Black Sounds, l'agence design et branding qui transforme votre marque de boisson en référence de catégorie, identité visuelle, packaging, stratégie de marque. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Gillard, encyclopédiste de la bière française et fondateur du projet Amertume, probablement la base de données la plus complète sur les brasseries françaises. Ensemble, on va décrypter les 10 tendances de la filière brassicole française pour 2026. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à Super Potion sur votre plateforme préférée et laissez 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Allez, place à l'épisode, c'est parti! Aujourd'hui, gros sujet sur les tendances de la filière brassicole en France pour 2026. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Gillard. Salut Emmanuel, Bonjour Ludovic. comment tu vas? Bah écoute, je ne connais pas tous les ingrédients de la super potion, même si je pense qu'il y a un petit peu de houblon malgré tout, dedans. Mais en tout cas, depuis le début de l'enregistrement, ici sur les hauteurs de Grenoble, dans le massif de Belledonne, il y a un soleil timide qui apparaît. Donc, comme c'est important pour moi que ça me joue beaucoup sur le moral, je suis en pleine forme. Eh ben top, parfait. Aujourd'hui, sujet passionnant, sujet très dense. Mais bon, je suis avec le pape de la, de la bière, j'ai envie de dire. Pour ça, il va falloir d'abord te présenter à nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et quel est ce dantesque projet que tu as concocté depuis ces dernières années? Oui, alors le terme pape, c'est très sympa, mais bon, la durée de vie des papes étant assez faible, je vais m'en passer. En fait, je le définis comme étant un biérologue ou zytologue avec, alors tout m'intéresse dans la bière, le passé, le présent, le futur, l'ensemble de la filière, brassicole, et puis surtout, outre le produit, les personnes, qui sont derrière. Ça, c'est vraiment important, pour moi. Mais j'ai 2 focus, particuliers. Le premier, c'est la partie, dégustation. Vu que je suis, juré international et puis j'essaye vraiment, de déguster, des bières de toutes les brasseries françaises et Dieu sait si c'est difficile. Et puis dans le deuxième axe, c'est, d'être, alors j'ai vu qu'on me qualifiait parfois d'observatoire, du marché, brassicole, français. Donc c'est vrai que je suis arrivé, en tant que Belge en France, il y a une vingtaine d'années et que, du coup, j'ai vu tous les changements, se mettre en place et j'ai pris beaucoup de notes et j'ai documenté tout ça. Comme je suis de formation ingénieur, j'ai pris aussi beaucoup de chiffres, beaucoup de tendances, beaucoup de statistiques et je pense que ça ressortira un peu lors de cette présentation. Et donc, l'idée, derrière, c'est à la fois, d'éclairer le présent, d'essayer, mais là, c'est déjà beaucoup plus ambitieux, d'éclairer le futur et puis et ça, c'est pour moi le plus important, de pas oublier notre passé, notre histoire parce que finalement, les brasseries, ça va, ça vient, les tendances, ça va, ça vient, mais derrière, je trouve qu'en France, on oublie très vite, ce qui s'est passé il y a quelques années et puis les personnes qui étaient derrière, qui ont été moteurs de cette révolution craft. Donc, tu as fait un ouvrage qui est quand même ultra dense, là que je peux montrer à l'écran. Si vous nous suivez aussi en vidéo, il va y avoir pas mal de graphiques tout au long de l'épisode. Donc, la bière en France, avec combien de pages au compteur? 2182 pages. C'est quand Non, tu même. as oublié 100 là, c'est 2282 ou je sais plus. Enfin, on n'est pas au nombre de pages près, hein. Ouais, Mais, au-delà de 2000, je pense que ça va. Et ouais, donc c'est un truc de fou. Donc en fait, il y a un mix entre tout l'état des lieux global, les tendances, la filière, mais aussi toutes tes dégustations que tu as faites et tu as mis ça dans. T'as encapsulé ça dans le projet Amertume. Est-ce que tu peux. Alors, déjà, je tiens à rappeler aussi que c'est pas ton métier. Tu fais ça par passion et du coup, c'est un annexe à ton vrai métier. oui, tout à fait, donc Projet Amertume, c'est pas une multinationale dont je suis, le la franchise, française, c'est juste une seule personne. C'est pas non plus une entreprise, c'est pas une association, donc il y a pas de cadre, juridique, défini, derrière. C'est une passion, voilà et c'est le nom finalement que j'ai donné à ma passion. Ça s'est traduit il y a un peu plus de 20 ans par, la création du site web, Projet Amertume qui d'ailleurs, pour, les gens qui font du design, se rendront compte que, il n'a pas beaucoup bougé, depuis, mais je Ah, je vois pas de quoi tu privilégie, parles.
Je privilégie le contenu plutôt que le contenant. Voilà. Même si dans le domaine de la bière, les deux sont très importants si on veut vendre ce produit. Exactement. Donc, du coup, projet Amertume, on va parler, d'une partie, de ton e-book. On mettra le lien en description, bien sûr, on va en parler. Et aujourd'hui, on a décortiqué dans les moultes tendances, 2026 que tu as pu, observer. On s'est creusé les méninges et puis on est arrivé à trouver au final 10 macro tendances, j'ai envie de dire, pour 2026 de ce qu'on peut voir dans la filière brassicole en France. Et je suis content pour une fois qu'on parle de la France et vraiment de ce qui se passe aujourd'hui en France parce que la plupart de mes épisodes de podcast, on est sur des tendances macro mais globales et tout vient souvent des États-Unis et pour qu'on se rende compte que la plupart du temps, bah, ce qui vient aux États-Unis, c'est pas encore en France. Et des fois, ça vient même jamais en France, ou alors ça vient, mais très peu, ça marche pas. Donc là, ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de vraiment que tu nous apportes, tu nous éclaires sur ce que tu as pu réellement voir physiquement en France, qu'est-ce qui se passe et où on en est. Donc voilà, donc pour faire un récapitulatif des différents chapitrages de l'épisode d'aujourd'hui. En numéro 1, on va avoir l'état des lieux, le marché qui est en tension. Numéro 2, la consolidation, fusion, reprise, retraite. En numéro 3, les taprooms, les brewpubs et les tiers-lieux. En 4, la rationalisation des gammes. En 5, la notion de terroir et des bières locales. En 6, les bières sans alcool, forcément, il faudra y passer. En 7, les canettes et le rayon GMS. En 8, la guerre des fûts. En 9, la filière en amont, donc tout ce qui est houblon, malt et bière bio. Et en 10, tout ce qui est concours. Est-ce que ça représente un défi marketing, la visibilité, etc. Donc voilà, un épisode plutôt dense. Et je te propose d'aller en plein dedans, de démarrer dès le début, parce que vu que c'est dense, voilà, on y va. Donc, tendance numéro 1, l'état des lieux, un marché qui est en tension. Donc, on va planter le décor là. On dépasse les 2500 brasseries en France. C'est un chiffre qui impressionne. Mais toi qui scrutes vraiment les chiffres depuis quelques années, comment se porte vraiment le marché brassicole français en 2026? Et je vais superposer quelques images, quelques graphiques que tu m'as envoyés en parallèle de tes explications. Mais écoute, si on regarde ce premier graphique, hein, ça c'est un slide qui a été pris, une photographie qui a été prise finalement en décembre 2020 et en effet, on venait juste de passer le cap de 2000 brasseries et là, après une tendance linéaire jusqu'en, on va dire 2010, 11-12, on est parti sur une tendance exponentielle et les petits points, là, c'est la courbe de tendance qui nous disait, ben, vous voyez, les 3500 brasseries, on va les atteindre en 2023. Hmm. Bon, ben, ça s'est pas produit. Est-ce que une mauvaise chose ou pas, je ne sais pas. Mais si on zoome là pour le coup sur où on en est en janvier 2026, eh bien on voit qu'en fait on est sur une forme de plateau. C'est-à-dire qu'on reste stable entre 2500 et 2600 brasseries. En ce qui concerne ces chiffres, petite parenthèse rapide, ce sont mes chiffres de projet Amertume, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est les chiffres des douanes que nous ne connaissons pas. Donc, la manière dont je récupère les informations et la manière dont je considère ce qu'est une brasserie, la définition même, c'est-à-dire pour moi une unité de production, eh bien tout ça est décrit plus en détail dans mes écrits et puis sur le site Projet Amertume. Donc voilà, pour l'instant, on est plus ou moins stable depuis grosso modo 2024, 2025 et puis 2026 sur le nombre de brasseries. Hmm. Donc ce n'est pas non plus une grosse chute. On a l'impression que le choc qui a été provoqué à la fois par la pandémie mondiale de Covid-19 et puis par la guerre en Ukraine qui a induit, alors c'est pas la seule, mais qui a induit de l'inflation, mais sans digérer. Et globalement, si on regarde rien que ce graphe, c'est pas si mal que ça. Alors C'est ce vrai. graphe, on peut le remettre dans un contexte plus large. Et donc là, c'est finalement ce qui s'est passé
depuis 1903 jusqu'à maintenant. Alors, on va pas s'y attarder, mais on voit quand même une belle courbe en forme de U. Et on voit très très clairement les quelques 2000 unités de production qui ont disparu Hmm. pendant la Première Guerre mondiale. On revient en Puis 1912, quoi, là, concrètement. voilà, tout à fait. En sachant que les principaux chiffres qui sont mentionnés dans ce graphe viennent en fait d'annuaires professionnels de l'époque. Et puis, on voit un deuxième décrochage sur la période 40-45, donc la Seconde Guerre mondiale. Hmm. C'est logique aussi. Et puis, on voit que malgré tout, après la Seconde Guerre mondiale, on aurait pu imaginer que le nombre de brasseries reparte à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Et pourquoi? Tout simplement, il y a eu une concurrence de plus en plus exacerbée. Tout simplement parce qu'il y avait des moyens de transport qui permettaient finalement de vendre un peu plus loin que son clocher du village, en particulier l'avènement des lignes de train. Et puis, il y a également eu un deuxième événement, c'est l'arrivée de la fermentation basse. Et la fermentation basse, c'est des groupes froids, c'est des gros investissements. Et donc, il y a beaucoup de brasseurs qui ont regroupé leurs dommages de guerre. Et donc, au final, ça a diminué par après encore le nombre de brasseries. Donc là, on se retrouve dans la partie basse de l'électrocardiogramme, hein. Hmm. On a l'impression que plus rien ne se passe, et en fait, c'est pourtant la période où les quelques survivants sont en train de se racheter les uns les autres jusqu'à obtenir les trois grands groupes brassicoles que l'on connaît encore actuellement et dont on verra l'importance en termes de chiffre d'affaires et de part de marché un peu plus loin, dont d'ailleurs aucun de ces de ces groupes, pardon, n'est français. Et puis après, dans les années 80, ça explose et on remarquera quand même qu'on a récupéré, grâce à la révolution craft, les quelques 2000 brasseries qu'on avait perdues sur la Seconde Guerre mondiale. Et on dit souvent, ouais, que c'est à partir des années 2000 qu'on a le mouvement, le renouveau du craft français qui commence à se développer. Oui, en fait, il y a eu des pionniers en tant que personne ou en tant groupement de brasseurs qui ont commencé dès le milieu des années 80. Mais en effet, hein, c'est vraiment à partir de 2005 qu'on a dit, on a commencé à parler à l'époque, même si j'aime pas le terme, mais de brasseurs de baignoires. Et puis c'est vrai qu'on a évolué petit à petit jusqu'à avoir maintenant quelque chose qui est la brasserie craft 2.0, c'est-à-dire celle qui est revenue. Euh, Contrainte et forcée et plus rapidement que prévu grâce ou à cause du Covid et de l'inflation, à quelque chose de plus raisonnable, de plus réaliste, et où finalement les notions de coût, de qualité, etc. Sont devenues importantes, ce qui n'était pas nécessairement le cas précédemment. Donc là, sur le graphique, on voit bien, en fait, la ligne orange, elle résume bien ce qui s'est passé à cause du Covid, au final. Parce que là, on voit un petit pic orange et hop, on voit après que ça redescend en flèche sur la réalité de la création des brasseries. Donc, est-ce que tu vois, enfin, on a clairement un effet Covid, non, à cet endroit-là? Alors, il y a un effet Covid. Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en 2019, il y a 2 années remarquables, hein, 2017, 2018, 2019, ça fait 3 années, mais 2019 l'est parce que on voit qu'on est à 408 ouvertures de brasseries, donc plus d'une par jour, c'est quand même exceptionnel. Hmm. Et en effet, on remarque qu'en 2020-2021, malgré que le Covid battait son plein, le nombre de brasseries reste malgré tout stable, tout simplement parce que tout le monde était sous respirateur artificiel avec les PGE, donc les prêts consentis par l'État, les différentes aides pour maintenir l'économie. Et puis une fois que le Covid est parti, eh bien en effet, on voit que le nombre de créations d'entreprises a fortement baissé. Et forcément, Forcément, là, c'est un graphe qui reprend cette fois-ci le nombre de fermetures, hein. On peut voir que jusqu'en 2009, c'était plus ou moins linéaire. Et puis que depuis le début de 2021, on a une diminution du nombre de fermetures.
Mais voilà, c'est pas encore quelque chose d'exceptionnel non plus, le nombre de fermetures que l'on constate pour l'instant. Et c'est pour ça que finalement, si on passe sur le graphe suivant, ben là, un indicateur intéressant, il me semble, c'est pouvoir faire le ratio Mmh. entre, pour chaque année, hein, le nombre d'ouvertures qu'il y a eu sur une année et le nombre de fermetures qu'il y a eu. Donc, si ce ratio est de 5, ça revient à dire qu'en gros, il y a eu, sur une année, heu, 5 ouvertures de brasserie, pour une fermeture. Et là, on va retrouver, sur ce graphe, le sommet en 2017 où on est à un record de 8 ouvertures de brasserie pour une fermeture. C'est le record et je pense pas qu'il soit battu, avant, un petit bout de temps. Et on voit que ce ratio s'est fortement dégradé, qu'il est passé en 2023 à peu près à l'unité, où on était donc stable en ouverture, fermeture de brasserie, avant de passer en dessous de l'unité en 2024, heu, au niveau de 0,6. Alors je sors pas les chiffres de 2025 parce qu'il faut encore que je les consolide, tout simplement parce que parfois, je référence une brasserie qui est déjà fermée, hein, tout Mmh. simplement parce que j'ignorais son existence. Donc ce graphique vit tout le temps. Une petite remarque quand même, là on peut voir en 2013 une espèce d'anomalie, hein, où la courbe orange est assez basse. Et cette anomalie, ça correspond à une chose bien précise, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était la hausse des droits d'accise de 160 au 1er janvier 2013. Donc on peut imaginer que ça a eu un impact sur ce ratio. OK. Ouais, non, 2013, j'étais pas encore dans le game. Pas encore né, t'es pas encore né. Ah si, j'étais né par contre, hein, sinon mais et du coup, selon toi, on est encore dans une dynamique de croissance ou est-ce que la courbe s'infléchit? Est-ce qu'on se stabilise et qu'on arrive au vrai niveau du nombre de brasseries qui est censé exister en France? Qu'est-ce que tu en penses? Mais en fait, déjà, on peut voir, sur ce graphique de ratio que, le maximum, finalement, c'était en 2017 et bien avant le covid, on commençait déjà à descendre. Mmh. Donc le covid finalement, ça a été, quelque chose et puis la guerre en Ukraine, l'inflation, qui a été un accélérateur, un catalyseur, qui faisait qu'on ne pouvait pas, rester dans ces courbes exponentielles, qu'on ne pouvait pas, continuer comme ça et qu'il fallait revenir à une réalité économique. Et au lieu de revenir à une réalité économique sur 10 ans, on l'a fait finalement sur une période beaucoup plus courte. Avec la petite parenthèse, malgré tout, 2020-2021, parce que tout était stabilisé, rien ne bougeait, il y a des aides de l'État pour maintenir les entreprises en place. Et puis, il y a également aussi, toujours une certaine latence, entre le moment où, une entreprise va mal et où elle a disparaît, officiellement, des circuits. Mais en gros et pour répondre à ta question, pour l'instant, pour moi, le marché, reste dynamique. Il y a beaucoup de projets, d'ouverture. J'ai, 28 pages, de notes, à traiter concernant, principalement, des ouvertures dont beaucoup de projets, liés à des brewpubs, ou à de la vente directe. Donc il y a toujours un dynamisme, il y a toujours des gens qui y croient, mais on est rentré maintenant, dans une logique plus d'investisseurs et de réalisme, j'ai envie de dire, économique. OK. Et si on prend le tableau de la production, si on parle un petit peu plus production, taille de brasserie, et cetera, toujours dans un topo janvier 2026, donc pour cette année en cours. Là, on peut voir les top 25 principaux sites de production français. Alors, du coup, il y a une courbe. Est-ce que tu peux nous expliquer la courbe qui descend en flèche? Qu'est-ce qu'elle représente, cette courbe? C'est qu'en fait, on a beau avoir, 2 500, ou 2 600 ou peut-être plus, ou moins brasseries en activité, on se rend compte que, finalement, passer les WIS industriels, c'est-à-dire, ceux qui, dépassent les 200 000 hectos, par an, derrière, on a l'impression d'avoir une courbe plate, hein. Donc OK, on va voir, Bourbon, à La Réunion, puis on voit Pietra. Alors Pietra seul, hein, pas le groupe, Boissons de Corse qui lui regroupe, d'autres brasseries.
Mais en gros, on a l'impression, on voit bien ce diagramme aplati, c'est vraiment la preuve au final que les 10 premiers sites de production, je parle même pas de brasserie, hein, parce que finalement, Heineken il lui reste 2 sites de production en France, donc ils apparaissent 2 fois, hein, dans le graphique. Mais on voit vraiment que les 10 principaux sites de brasserie concentrent encore 90% du volume de production maintenant. Ok. Est-ce que ça prend en compte le fait qu'ils font des bières à façon aussi? Alors, en fait, pour avoir les chiffres, paradoxalement, de production des industriels, c'est un peu compliqué et souvent beaucoup plus compliqué que d'avoir les chiffres des autres catégories de brasseries. Ils ont un peu tendance, je pense, à surestimer leur production. Et en effet, on peut se poser la question de savoir si dans leur production, le brassage à façon pour certains, c'est important, mais peu importe, c'est de la bière, hein, donc qu'il soit brassé à façon ou pas, pour moi, c'est l'unité de production qui compte. Donc, si une brasserie fait du brassage à façon ou ce qu'on appelle des marques de distributeurs, certaines brasseries françaises étant ultra spécialisées dans le domaine, comme on le voit la numéro 2, hein, qui est très peu connue des Français, qui est Champignol, euh, et puis la numéro 4 qui est Saint-Omer, qui est très peu connue aussi. Ce sont des gens qui font de la MDM, la marque MDD, pardon, la marque du distributeur, c'est-à-dire qui derrière vont brasser pour d'autres, Carrefour, Auchan, mais aussi énormément à l'étranger. Et si tu regardes les chiffres des exportations, on se rend compte que ceux qui exportent le plus en volume, ce sont ces gens qui font de la marque de distributeurs. Et grosso modo, on pourrait dire qu'on exporte et qu'on importe à peu près le même volume, mais forcément, si tu exportes beaucoup de marques de distributeurs où il y a peu de valeur ajoutée, la balance commerciale n'est pas en faveur de la France. On est sur un déficit. Là, le camembert, il est assez intéressant aussi pour montrer, en gros, mais ça, je pense que c'est un secret pour personne. Le pourcentage du nombre de brasseries françaises selon la taille, on voit qu'on a vraiment une majorité de pico-brasseries et micro-brasseries. Alors, c'est intéressant dans le tableau d'avant. Tu as une catégorisation des brasseries selon le volume annuel. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas si c'est ta vision à toi ou si c'est une vision commune, mais c'est intéressant de rappeler que la picobrasserie, c'est entre 0 et 200 hectolitres par an. La microbrasserie, entre 200 et 1000 hectos. Les PME, entre 1000 et 10 000. Les semi-industriels, entre 10 000 et 200 000. Et les indus, plus de 200 000 hectolitres par an. Donc voilà, et du coup, quand on reprend le camembert, on se rend compte que la majorité du paysage brassicole français, c'est des picots et des microbrasseries avec un petit peu de PME. Et, c'est assez dingue, en fait, de voir ça. Je ne sais pas si ce camembert va vraiment bouger un jour. Mais écoute, alors déjà pour répondre à une première partie de ta question, les chiffres, je les ai définis il y a seulement 2 ans, heu, dans le but de faire parler justement les données qui sont présentes dans ma base de données. Et il y avait pas de consensus, il y en a toujours pas d'ailleurs sur ce qu'est une pico, une micro, une PME, un semi-industriel, industriel, s'il fallait 5 catégories, 10, 2, peu importe. Donc à ce moment, j'ai dit: je vais écrire». J'ai dit par exemple, une pico, c'est moins de 200 et ce qui m'intéresse aussi, outre ce volume de production, c'est l'organisation, hein, du travail qu'il y a derrière. Donc c'est-à-dire une entreprise, le plus souvent individuelle et parfois en complément d'activité. De dire qu'une micro, c'est une entreprise qui est entre 2 et 5 travailleurs en général, selon le degré d'automatisation. Qu'une PME, c'est une entreprise parfois familiale, mais qui recense le plus souvent au moins 5 travailleurs et dont les fonctions commencent à se spécialiser. Dans le semi-industriel, on est vraiment dans la spécialisation, c'est-à-dire que finalement, au fur et à mesure, on grandit, on s'éloigne entre guillemets du produit, vu qu'on n'est pas en capacité de toucher le produit sur l'ensemble de ses facettes et de son processus. Et puis le seul chiffre entre guillemets qui fait consensus, c'est les 200 000 hectos. Pourquoi? Parce qu'en France, les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale
depuis le 1er janvier 2013, prévoit 2 catégories de brasseries, au-dessus et en dessous, avec derrière des axes qui sont doublés à l'hectolitre pour ceux qui sont au-dessus de 200 000 hectolitres. Et puis, il y a également un article du Code général des impôts qui définit ce qu'est une petite brasserie indépendante. Il y a 4 critères dedans, on ne va pas les reprendre ici, mais c'est peu ou prou d'ailleurs ceux du SMBI. On retrouve également dedans ces 200 000 hectolitres. Donc oui, en effet, si tu regardes ce graphe, c'est assez impressionnant de voir que les industriels, on a vu qu'ils sont, les unités de production sont à 86,98% du nombre, non, du volume produit, pardon, mais ne représentent que 0,45% du nombre d'unités de production. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que si tu fais la somme des 4 qui sont en dessous, Pico, micro, PME et semi-industriels, ils sont à 13,02. Donc, si on devait dire et faire, j'aime pas ça, mais les industriels et d'un côté et les non-industriels de l'autre, on pourrait dire en France que 13,02%, selon Projet Amertume, du volume produit et pas de la valeur, sont finalement issus des brasseries non industrielles. Et c'est vrai que les brasseries de moins de 1000 hectos, eh bien, c'est 1,66% de la production et pourtant, c'est plus de 80% des brasseries françaises. Donc, est-ce que ça va bouger dans le futur? Eh bien, écoute, là où ça bouge, on en parlera peut-être après, mais c'est essentiellement au niveau du segment des PME et des semi-industriels qui sont ceux qui s'en sortent bien pour l'instant. Et puis ça renvoie finalement à la stratégie de rachat, de regroupement et de fusion. Mmh. Après, il y a quelque chose d'intéressant que je vois souvent aussi, c'est que les microbrasseries, il y a beau avoir pas beaucoup d'hectolitres par an, au final, ça dépend aussi de combien tu es dans l'équipe, en fait. Parce que si tu es 1 ou 2, tu peux arriver à être rentable, assez rapidement. Mais après, quand tu commences à développer ton équipe et à être 10, 15, 20, à avoir beaucoup de salariés, là, on arrive, dans un ratio qui commence à être extrêmement compliqué. Donc je sais pas si toi, tu as une vision sur, les picobrasseries qui auraient entre 1 et 3 employés, tu vois? En termes de rentabilité, tu disais que ceux qui s'en sortent le mieux sont les PME et les semi-indus. Dans la rentabilité aussi? Alors, moi, je pense que si tu veux conserver ce qui était l'essence même de la révolution craft, c'est-à-dire finalement des gens qui viennent du brassage amateur et donc qui le faisaient par plaisir, ben, tu vas forcément être dans la partie pico micro et tu vas forcément être dans des convictions, dans des segments de marché très particuliers. Et ben voilà, tu peux arriver à en vivre entre, on va dire, 200 hectolitres et 400 hectolitres par personne, surtout en fonction de l'endroit où tu te trouves, du loyer, de tes besoins, bien entendu. Et je pense qu'il y aura toujours une place pour ces picobrasseries et qui jouent un rôle important même pour les industriels, en ce sens qu'elles offrent de la visibilité et que en 2021, on disait déjà plus personne en France n'est à plus de 20 minutes d'une brasserie en voiture. Donc voilà, j'aime pas opposer finalement les différentes catégories. Je trouve que ça forme un ensemble. Si la Belgique, là je parle en tant que Belge, a réussi à l'exportation, c'est pas avec AB InBev uniquement, c'est parce que lui emportait dans ses voyages d'affaires toutes des brasseries comme Duvel Morgat et autres, et il les voyait pas comme des concurrents, il les voyait finalement comme participants à l'image globale de ce qu'on appelait à l'époque, le slogan c'était Belgian Beer Paradise, et c'était le moyen finalement de vendre la bière à l'étranger. Donc oui, il reste de la place pour les microbrasseries et pour les microbrasseries. Et oui, le gros souci, c'est que beaucoup de brasseurs, ne pouvant pas faire suivre la demande, ont été obligés d'embaucher. Et à partir du moment où tu embauches, ben, tu changes de métier. Malheureusement, tous les gens qui sont des bons brasseurs ne sont pas des bons gestionnaires. Et ça, on le sait. Et puis, je connais quand même pas mal de brasseurs qui regrettent
finalement d'avoir grossi et qu'ils se sont dit: «Bah, j'aurais mieux fait de rester à une taille, plus petite et de conserver, finalement, mon plaisir derrière, mon lien fort avec le produit». Mais bon, c'est tout un débat ça. Ouais, ça c'est sûr. Et est-ce que toi, tu observes de ton côté, des fermetures de caves et de distrib spécialisés? Est-ce qu'en gros la crise, elle touche, vraiment toute la chaîne de valeur? Alors oui, la crise touche la chaîne de valeur et c'est assez facile à comprendre, hein. C'est-à-dire qu'en gros, heu, beh, là pour l'instant, on a des brasseurs qui avaient une marge et cette marge, elle s'est détériorée, donc sa marge financière s'est détériorée avec le Covid, et avec l'inflation. Donc, bah, les brasseries ont été obligées de rogner, sur leur marge et cette marge, beh, elle servait à, entre autres, à pouvoir rémunérer, heu, les distributeurs spécialisés qui jouent finalement le rôle qui jouaient le rôle de commercial et qui permettaient aux petites unités de production de se concentrer, sur leur cœur de métier, c'est-à-dire, la fabrication, de la bière. Donc, marge plus faible égale moins de place pour des distributeurs. Les distributeurs, bah, l'inflation, ça les a touchés également. Ça veut dire que, bah, avoir des bières, fragiles comme les IPA, tu es obligé d'avoir des entrepôts réfrigérés et si l'électricité augmente, les coûts augmentent. Donc eux-mêmes, leur marge a diminué et donc forcément, à un certain moment, beh, on ne s'y retrouvait plus et il y a eu, des rachats comme, des pays, des fermetures. En 2023, il y avait, Craft Beer France, en 2024, tu avais, Brothers, Loving Beer et puis, de plus en plus, il y a ce boycott, de la part des brasseries et de la part des cafés, voire même des cavistes, d'essayer de ne plus passer par un distributeur pour conserver, leur marge derrière. Donc oui, beaucoup de fermetures au niveau des distributeurs et beaucoup de difficultés, sauf peut-être, pour les distributeurs plus généralistes qui ne font pas que de la bière, derrière et qui ont également, ça c'est une autre tendance, peuvent s'adosser finalement à des brasseries ou en créer, directement, hein, comme, finalement, on a pu le voir, dernièrement de French Factory, VNB, où là, ils créent finalement leurs propres moyens de produire les bières parce qu'eux ont le circuit de distribution, mais finalement, ils n'avaient pas leur propre bière. Donc, c'est assez logique derrière. Mais oui, voilà, les distributeurs, c'est compliqué. Les cavistes, on a déjà observé la mutation avec le fait qu'ils ne pouvaient plus vendre que de la bière et donc de plus en plus, les cavistes vendent d'autres choses, d'autres produits, kombucha, produits dérivés de la bière, et cetera et puis se mettent, à faire aussi d'autres activités, pour pouvoir s'en sortir, comme de la restauration, divers Ça, on va événements, en parler et cetera. dans les autres Ouais, ouais. tendances, ouais. Et d'ailleurs, je vais donner, la parole à un distributeur, dans un prochain épisode de Super Potion. Ça va être très intéressant de voir, aussi le discours de l'autre côté, parce qu'on parle souvent des brasseries qui veulent «boycotter» entre guillemets, hein, enfin, les distribs, mais les distribs ont aussi leur mot à dire, donc c'est bien d'interviewer, les 2 Oui, côtés. oui, alors c'est vrai Mais, que mes propos auraient pu laisser penser que les distributeurs sont des gros profiteurs, qui, mangent sur le dos des brasseries. C'est certainement pas ce que je veux dire, hein. Heu, Tout simplement, la conjoncture fait, ils auront une vraie valeur ajoutée, hein. C'est ça, je tiens à le dire. Tout simplement, la conjoncture fait qu'à un certain moment, ben, on n'y arrivait plus et puis de toute façon, se retrouver avec, des caves où, tu as, 500 références alors que tu aurais dû en avoir 200, avec la gestion des stocks qui va derrière et cetera, c'est pas possible. ouais. Allez, on va passer à la tendance numéro 2. Le temps file. La consolidation, donc on va dire tout ce qui est fusion, reprise, départ à la retraite, etc. On voit émerger un phénomène qui est assez nouveau dans le craft français, c'est les pionniers qui partent à la retraite et des rapprochements entre les petits acteurs, une concurrence accrue entre les brasseries de taille intermédiaire. Donc, est-ce qu'au final, on est en train de vivre une phase de consolidation du craft français? Pour ça, j'ai un petit tableau sur les types de structures, etc. Et sur les pourcentages de ventes en valeur et l'évolution des ventes, etc. Donc bon, concrètement, qu'est-ce qui se passe sur les fusions, les reprises, etc.
Ben oui, je suis même étonné que ça ait pas eu lieu, avant. Tout simplement, il y avait, comment dire? Les brasseries étaient un peu des grains de sable qui étaient trop fines que pour intéresser finalement les grosses brasseries. Mais, en effet, hein, sur le tableau que tu montres pour l'instant, on voit que les établissements de taille intermédiaire sont les seuls à progresser, hein, j'en ai déjà parlé, et que ça tire derrière cela la notion de regroupement et de rachat. Et il a quand même fallu attendre 2018 pour que la partie regroupement commence. Ça venait finalement de la création, ce qu'on appelle les Fabulous French Brasseurs, derrière lesquels se trouve l'initiative de Brasserie de Bretagne en fait, hein, et qui ont donc racheté pour distribuer et en conservant euh, l'identité, hein. L'idée, c'était vraiment d'avoir des brasseries régionales dans toutes les régions pour avoir une offre variée et une distribution nationale. Donc là-dessus, il y avait la brasserie artisanale du Sud, brasserie de Vézelay, et puis plus tard, tout près de chez moi, donc la brasserie du Dauphiné avec Samandrin. Alors même les brasseurs de taille moyenne historiques comme Jeanlin et Troismont ont créé leur société qui s'appelle The Beers Family. Là, c'était en 2019. Mais là, l'idée, c'était vraiment de mutualiser les forces de vente derrière. Et puis, on en parle beaucoup. Il y a encore de l'actualité récente sur le sujet. Mélusine, donc en Vendée, a créé une alliance finalement qui s'appelle le New Beers, et dans lequel le premier à rentrer c'était Parisis, puis il y a eu Saint-Germain, donc qui est plus connu sous le nom de leur gamme page 24, la Berlu, et puis très dernièrement dans le Nord, la brasserie Gobrecht, qui elle, c'est une marque hein, qu'ils ont rachetée là pour le coup, vu que Gobrecht avait stoppé sa production en mars 2025, et c'était fait en Belgique euh, chez Belgian Contract Brewery, donc BCB, qui est un acteur qui chasse beaucoup pour l'instant sur les terres françaises en complément de Proof, par exemple. Et Euh, du coup, concrètement, quand une brasserie craft de la première heure, on va dire, veut transmettre, c'est quoi les difficultés? Est-ce que les repreneurs existent déjà? Bah écoute, si tu regardes un petit peu une autre histoire qui est celle finalement de la brasserie Pietra, donc qui est une pionnière, qui a réussi à devenir une brasserie de taille intermédiaire, qui a créé un groupe pour se développer, qui s'appelle Groupe Boisson de Corse, et qui petit à petit a racheté différentes brasseries. La dernière en date, c'était Prisme, et avec derrière l'aide aussi de leur d'un distributeur, un grossiste marseillais qui s'appelle Montaner Pietrini. Eh bien, dernièrement dans Mediapart, je lisais il disait que c'était pas eux qui avaient demandé à racheter ces entreprises, ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont venues les voir et qui les ont sollicités. Donc, ça prouve en effet qu'arriver à un certain volume, c'était le cas pour Calia, c'était la raison pour laquelle on l'avait dit à l'époque, on n'arrivait plus à répondre à la demande, où on est face maintenant à des marges et une concurrence plus forte. Et donc, ça nécessite d'avoir des circuits de distribution plus importants, mieux structurés, et de mettre en commun finalement ces forces de vente derrière. Donc c'est pas neuf, mais ce n'est pas grave non plus. Ça permet quand même de ces rachats et ces regroupements de faire perdurer les brasseries, ou à minima de faire perdurer les marques, hein, vu que par exemple la marque Domori qui était brasseur a été racheté par Pietra, et qui avait racheté quasi en même temps Panamé, et du coup on se retrouve avec
2 sites en Seine-Saint-Denis et le regroupement de toute la production uniquement sur le site de Paname, ce qui est un peu logique aussi. Mais en tout cas, la marque de Maury, qui était déjà une résurrection d'une marque ancienne, se poursuit derrière. Et donc, le pire dans l'histoire, et là, c'est plutôt pour les tout petits, c'est qu'en fait, la plupart des brasseries de type Pico, micro, sont quasi inventables maintenant, parce qu'il n'y a pas de repreneur. C'est ce que j'allais te demander justement, ouais, sur les petits acteurs, quelle forme ça prend et est-ce qu'il y a du coup de la mutualisation? J'ai l'impression qu'il y a de la mutualisation dans les petits acteurs, mais est-ce qu'il y a du rachat, de la fusion? Alors, malheureusement, le rachat, il y en a pas de trop, ou alors il y a de la transmission familiale. Mmh. Mais par contre, oui, il y a des rapprochements. Tout simplement, on imagine bien, des gens qui se disent: «Je suis tout seul, je vais embaucher», mais embaucher, c'est quand même une prise de risque énorme. Je fais des salons, régulièrement et je m'entends bien avec, tel ou tel confrère. Je le connais depuis des années, on a les mêmes valeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Beh, on va, regrouper notre site de production et éventuellement, fusionner. Donc soit c'est la fusion, pure et simple, soit c'est, la mise en commun finalement, du bloc chaud. Chacun gardant, ses fermenteurs parce que il y a son propre calendrier, de brassage derrière. Donc ça bouge en fait à tous, les niveaux. Chez les petits, c'est essentiellement, par, la mise en commun de moyens, ou, carrément, des fusions, derrière, souvent entre des personnes qui se connaissent et qui s'apprécient. Mais ça reste pour autant des petites brasseries. OK. Et du coup, quelle est la typologie de brasserie, heu, qui serait face à cette concurrence de fusion, achat, reprise? Enfin, ce serait c'est plutôt les brasseries de taille intermédiaire du coup qui Bah, les brasseries, enfin d'une manière générale, c'est les brasseries, qui ont, des marques, connues et qui dégagent de la valeur, hein. Ça c'est, c'est aussi simple que cela. Ou alors éventuellement, qui ont des moyens de production, et là on rachète plus de moyens de production, qu'autre chose, mais ça c'est quand même plus rare. Donc peut-être qu'à un certain moment, quand ça commence à aller moins bien, on se dit: «Bah, c'est peut-être le moment», mmh, parce que plus tard heu, ça va être un peu compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on se rappelle le graphe qu'il y avait au tout début où on voyait l'électrocardiogramme plat, avec les fusions-acquisitions dans les années 60, 70, et on était quoi? À moins de 50, unités de production en France. Heu, bon, là, je pense qu'on peut dire maintenant, non, ça ne se reproduira pas dans le futur et ça se reproduira pas tout simplement pour une chose, c'est, que le consommateur veut du local et donc forcément, ça nécessite plus de brasseries et aussi parce que, le consommateur veut de la diversité. Il a goûté aux autres styles de bière. À un certain moment, s'il acceptait de boire, de la pale lager industrielle, c'est parce qu'il y avait que ça et j'ai envie de dire que par ignorance quelque part, la bière était assimilée à ce produit. ouais, non, c'est intéressant et on va d'ailleurs en parler dans les tendances qui suivent. Je te propose de passer à la tendance numéro 3 pour le coup, celle des taprooms, brewpubs et tiers-lieux, donc les brasseries au final qui deviennent, aussi patrons de salle. Mais bon, ça reste un autre métier, ça s'improvise pas. Alors pour, schématiser, on voit de plus en plus de brasseries qui ouvrent des taprooms, des brewpubs, qui se transforment en tiers-lieux avec de la restauration, des événements, de la culture. Est-ce que la vente directe et l'expérience sur place sont vraiment devenus indispensables pour survivre en tant que brasserie en France? En tout cas pour les brasseries, des 3 premières catégories sur les 5 que j'ai citées, oui. Tout simplement, ils n'ont pas, les volumes nécessaires pour avoir des process suffisamment optimisés, sur le plan financier. Donc ils ne peuvent pas se permettre de passer par de nombreux, intermédiaires. Donc, en diminuant les intermédiaires, grâce à la vente directe, on préserve les marges et quelque part, on a aussi l'avantage d'être au plus proche de ses clients, d'entendre leurs retours et de pouvoir les intégrer, finalement, dans ses produits. Alors, on remarquera d'ailleurs qu'avant, il y a encore quelques années, une brasserie, c'était quelque chose, qui produisait de la bière et de plus en plus maintenant, c'est pensé comme un lieu, pouvant accueillir, du public. Donc Bah, j'ai dès le l'impression que départ. c'était ça avant aussi.
En tout cas, moi, le souvenir que j'en ai quand j'étais petit, une brasserie, c'était un endroit où on allait manger. Éventuellement, il y avait de la boisson. Ça, c'était ma vision après, peut-être de non-aguerris et d'enfants ou d'adolescents. Mais j'ai l'impression qu'on est passé de brasserie où on mange à brasserie où on fabrique de la bière parce que c'est hype et c'est stylé de faire de la bière. Et ça repasse à la brasserie dans laquelle on fait les 2 en mode, moite-moite, quoi. Alors, le terme brasserie, tel que tu parles, heu, pour moi, c'est une spécificité, c'est de la restauration, française dans des grands, établissements où on mange des spécialités régionales et c'était, typique, des années, 50, 60, 70 et cetera avec les tavernes de Maître Canter et autres. Et puis, en tant que Belge, quand je suis arrivé en France, je voyais plein de brasseries partout. Je me dis: «Mais c'est incroyable, il y a plein de brasseries dans ce pays» et quand je demandais s'ils brassaient de la bière sur place, on dit: «Beh non, on brasse pas la bière sur place». Donc c'est peut-être lié à cette confusion, voilà, pour moi la confusion peut venir de ça. Mais, en tout cas, les brasseries, il y a quelques années, c'était vraiment des lieux de production qui étaient fermés avec des règles sanitaires, strictes et puis c'était tout simplement pas pensé, dès le départ pour accueillir le public, il y avait pas de parcours prévu, il y avait pas de possibilité de voir les étapes, de brassage correctement. On ne racontait pas non plus l'histoire, des lieux. Donc ça s'est mis, on peut parler de tourisme brassicole, mais ça s'est mis en place, progressivement. Bah, là, on le voit Alors sur c'est ton vrai. graphique, hein. Oui. Ça monte en flèche mais du coup, ça pose la question, est-ce que ça change fondamentalement le métier de brasseur ou brasseuse? Est-ce qu'on passe d'un artisan à un exploitant de lieu de vie? Alors, en tout cas, on passe d'un couteau, simple lame à un couteau suisse, vu qu'en effet, c'est pas les mêmes métiers, ça vient encore rajouter, un métier différent, la restauration, et déjà que, on a des contraintes horaires lorsqu'on est une petite brasserie, qui sont importantes, beh, là, on doit encore s'ouvrir sur une plage d'ouverture, horaire, qui est encore, plus importante. Mais à la limite, tu peux très bien, pour le coup, t'associer avec quelqu'un d'autre qui fera la partie, restauration, qui fera la taproom, et toi, tu pourras te concentrer toujours, sur la production. Mmh. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que, c'est pas neuf, hein, les 3 brasseurs, c'était en 1986, O'Neill qui existe toujours à Paris, c'était en 91, Frog Beer, c'était en 93 et puis pour l'instant, on a en effet 200, un peu plus de 200, brewpubs en France, en activité et c'est très dynamique vu que sur l'année 2025, j'ai compté, une moyenne de 2 ouvertures nettes, par mois. Alors, si tu me permets un tout petit aparté de 15 secondes, Mmh. en France, on confond souvent, brewpub et taproom. Donc, juste pour remettre les choses, au point, donc, le brewpub, c'est, ou qu'on peut appeler également, comme le disent les Québécois, les bistrots, brasseries. C'est un établissement dans lequel on consomme la bière qui est brassée sur place. Ça veut dire que la quasi-totalité, de la production, est consommée sur place. Donc à partir du moment où tu vas avoir, une chaîne d'embouteillage ou d'encanage, eh bien, pour moi, ce n'est plus un brewpub. Par contre, la taproom, elle peut se situer, dans, une salle de dégustation qui est attenante ou pas à la brasserie. Donc, une brasserie qui se situerait finalement dans une banlieue industrielle se dit: «C'est intéressant d'avoir une taproom juste à côté de, la plus grande ville, au plein centre de la plus grande ville pour pouvoir, vendre mes propres bières». Donc la taproom, c'est un endroit où la brasserie vend, ses propres bières. On ne brasse pas, sur place et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont des taprooms, et qui, disent: «Beh, nous, on est un brewpub» et ça brouille un peu les pistes. Donc pour moi, 204 brewpubs en activité en France, c'est 204 unités, de production, de bière, qui vendent la quasi-totalité, de leur production sur place. Et du coup, tu fais cet aparté, mais est-ce que toi, tu as ressenti une différence entre ces 2 appellations quand tu es sur place vraiment, soit dans un brewpub, soit dans une taproom? Est-ce que l'expérience, est différente? Est-ce que le personnel est différent? Est-ce que, les gens, on va dire, heu, s'y connaissent plus dans les brewpubs, vu que c'est là où ils produisent au final? Et est-ce que dans les taprooms, on est plus sur du service classique de restauration? Est-ce que tu vois un changement
de paradigme dans cette. J'arrive pas à finir ma phrase. C'est pas grave, je l'ai comprise. Ouais. Heu, alors oui, c'est sûr qu'il y a de la déperdition, heu, de connaissances. Si on est sur le lieu de brassage, on fréquente forcément l'équipe, qu'il y a derrière. Parfois même, c'est eux, qui, heu, en totalité ou en partie, assurent le service et se nourrissent, finalement de ces retours clients. En étant dans une taproom, on est, plus éloigné finalement. Il y a une couche d'abstraction, entre les 2. Néanmoins, c'est vrai que c'est très variable dans les taprooms et parfois je suis étonné de voir des brasseurs qui se sont donné la peine d'ouvrir une taproom et qu'au final, quand tu discutes avec, les gens qui servent la bière, ils ont très, très peu de choses à raconter sur le produit et ça c'est quand même dramatique pour moi. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, on est vraiment sur une diversification, quoi. Food, événementiel, coworking. D'ailleurs, est-ce que tu as vu des établissements, dans lesquels on sert de la bière qui sont vraiment, qui ont vraiment de la nouveauté, qui apportent quelque chose de nouveau, qui apportent un truc, sympa ou tu vois, j'employais le mot coworking. Est-ce qu'il y a des on va dire des taprooms nichés dans une spécialité ou non, au-delà de la dégustation de la bière? Bah, c'est vrai que le brewpub, de par sa petite taille, peut refléter une ambiance, particulière, qui lui permet, de se démarquer. Par exemple, un brewpub, canadien ou autre. Mais, ce qu'on observe aussi, de plus en plus, c'est l'endroit où vont se mettre les brewpubs. C'est-à-dire que les brewpubs, plutôt que se dire: «Je vais être seul à un endroit et je vais ouvrir mon brewpub, dans un endroit, super bien choisi parce que c'est vraiment important pour eux», et beh, ils vont le faire avec d'autres, personnes au sein d'un tiers-lieu, et dans ce tiers-lieu, tu vas retrouver, des coiffeurs, des tatoueurs, des bouchers, mais en gros, finalement, un moyen, c'est une zone finalement, un tiers-lieu qui est ni une zone publique ni une zone privée et dans lequel tu vas retrouver des gens qui, vont peut-être, arriver pour se faire coiffer et qui vont boire une bière après ou inversement, donc quelque part c'est du gagnant, gagnant aussi et donc oui, on voit, cette notion de tiers-lieu, qui se déploie, de plus en plus et parfois à l'initiative de villes, qui mettent à disposition, des espaces pour créer, ces tiers-lieux. Mmh. Ouais, et puis souvent on les trouve aussi dans des zones industrielles, donc c'est des fois pas très sexy de vouloir, ramener aussi le consommateur, dans une zone, industrielle pour aller, consommer ou avoir une expérience sympa. Enfin, donc c'est assez compliqué et des fois, bah, c'est le seul, la plupart du temps, c'est le seul endroit que les brasseries ont pour produire au final leur boisson. Donc voilà, quand on scale aussi, on achète un gros outil de production, du coup un grand local et du coup, il faut le rentabiliser. Donc on prend un espace qu'on dédie au service et à la dégustation. Donc ouais, c'est un malin, euh, habile savoir entre produire et servir. Et c'est vrai que ça fait partie des tendances en tout cas, mais c'est pas forcément Mmh. évident, quoi. Il faut, je pense, recruter aussi des bons managers, des bonnes personnes qui savent gérer, parce que ça peut flinguer ton marketing, ton ADN et ton image de marque aussi. Concrètement, Oui, si ta tout à marque peut fait. être belle, tu vas sur Google, tu tapes le nom de la marque, tu vois qu'il y a 3 étoiles sur Google avec des commentaires nuls juste parce que les toilettes du brewpub sont sales. Bah, au final, ça flingue la marque. Alors qu'on parle juste de toilettes dans un restaurant, quoi. Donc il faut faire Bah, attention. là, si c'est le brewpub, ça atteint la marque et tant mieux, parce que le brewpub, il produit sa bière sur place et ses toilettes ont à être propres. Si c'est une taproom, pour le coup, je suis plus, d'accord. Mais, je pense que quand tu, te dis que tu vas te diversifier, ta brasserie, derrière parce que tu ne peux enfin, le fait de produire de la bière n'est plus suffisant pour en vivre dans la conjoncture actuelle, tu peux aussi y réfléchir aux structures juridiques,
que tu vas mettre en place en créant éventuellement une structure différente, de telle manière que si jamais ça se passe mal, ça ne mette pas à mal euh, ta brasserie. Mmh. Ouais, et Mais en, moi, pour ça, je pense aussi, par exemple, aux brasseries, enfin aux bars qui veulent ouvrir tout simplement, mais qui ont des accords avec certaines marques pour mettre un nombre de becs d'une même marque dans un bar. Donc, ça serait plutôt un bar brandé plutôt qu'une taproom ou qu'un brewpub. Est-ce que toi, tu as fait une distinction avec cette typologie de bar? alors, les bars brandés, ça existe depuis longtemps et ça s'appelle les contrats de brasserie ou contrats de brasseur. C'est-à-dire en gros, historiquement, ça n'a jamais été des domaines, les cafés, hôtels et restaurants où les banques veulent investir parce qu'il y a des risques qui sont importants et donc en substitut des banques, les brasseurs eux-mêmes, les grands groupes proposent finalement de financer l'établissement et en contrepartie, en effet, tu vas devoir avoir pendant un certain nombre d'années le mobilier, la mise en avant des marques, etc. Ça peut aller très très loin. Mmh. Quelque part, c'est un peu logique. C'est pas, il y a des gens qui décrient cela, mais ils apportent une vraie valeur ajoutée derrière. Après, il peut y avoir des excès aussi. Je sais que le SNBI a fait une proposition qui est soutenue par pas mal de députés, qui doit être débattue, je pense, au premier semestre 2026, pour faire en sorte qu'on puisse partir dans un système qui est plus proche de celui qu'on a au Royaume-Uni actuellement, où un certain pourcentage, alors en France, ça serait 20% de becs, doit être réservé à autre chose que le contrat de brasserie exclusif. Donc, ce qui permettrait d'avoir des becs pour les petits brasseurs. Et ça, si ça passe, Ce serait top. euh, ça va vraiment changer. Mais indépendamment de cela, les petits brasseurs qui sont jaloux des contrats de brasserie, je leur dis, mais vous pouvez le faire vous-même, les contrats de brasserie. Vous n'avez pas besoin d'être gros. Si quelqu'un a déjà 4 becs, offrez-lui un cinquième que vous déposez sur place. Si ça marche pas, vous le récupérez et puis surtout, vous en assurez la sanitation, donc le nettoyage chaque fois que vous venez sur place parce que derrière, il y va de la qualité et de l'image de votre produit. Le risque, l'investissement est faible. C'est bien un contrat de brasserie, quelque part, mais à Mmh. l'échelle d'une petite brasserie, c'est intelligent aussi. Oui, donc quand je parlais de bar brandé, je pensais au final plus à ça plutôt qu'au classique contrat brasseur des D'accord. grosses packs. Mais oui, parce que tu peux tout simplement avoir un ami qui veut ouvrir un bar, qui apprécie ta marque et qui veut la mettre sur 3 ou 4 becs. Voilà, et puis après, c'est de la négo. Donc, mais voilà, Tout à c'est intéressant aussi. Et puis, tu as aussi le concept des brasseries qui peuvent potentiellement ouvrir des franchises, quoi, franchiser des bars. Et puis, au final, on va un peu plus loin que juste une brasserie qui a son brewpub ou une brasserie qui a une taproom. On va franchiser aussi une chaîne de bars. Là, je pense pour le coup à Ninkasi. Bon, il y en a d'autres, hein, Trois Brasseurs, ils font aussi pareil. Ça, bon, après, il faut être un peu plus gros. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une tendance en 2026. Euh, Écoute, alors déjà Ninkasi et les Trois Brasseurs, c'est un peu pour moi les deux opposés, parce que chez Ninkasi, il y a un seul lieu de production et le reste, ce sont des lieux de vente qui sont brandés Ninkasi, alors que chez Trois Brasseurs, il y a autant de Trois Brasseurs et qu'il y a d'unités de production. Et puis après, tu vas avoir des gens qui sont intermédiaires comme Brickhouse, qui eux, à côté de leur euh, brasserie historique et puis de leur grosse usine, vont ouvrir d'autres lieux qui le plus souvent sont de vrais brewpubs, mais de vrais brewpubs qui renvoient à la marque du vaisseau mère, tout en derrière brassant des bières spécifiques sur place qui sont souvent liées à l'histoire de l'endroit où se trouve le brewpub. Donc c'est très différent. Et oui, c'est sûr que ce côté de franchise derrière est quelque chose qui existe et qui continuera à exister. Je pense pas que ça se développe beaucoup chez Trois Brasseurs. Ils ont plus d'établissements qui sont en franchise que d'établissements en propre derrière, et je pense que c'est grâce à ça qu'ils explosent ces dernières années, hein.
Les chiffres d'ouverture en France, je sais plus où on en est, mais je pense qu'on doit être l'ordre des 70 unités de production en France. Donc Mmh, c'est pas mal, hein. intéressant. Je te propose de passer à la tendance numéro 4. C'est en gros la rationalisation des gammes, quelque chose qu'on a pu discuter ensemble. Il y a quelques années, on voyait des brasseries craft avec, 10, 15, 20 références, plein d'éphémères et cetera. Alors ça reste toujours lié à une typologie de brasseries et notamment celles qui visent les bières geeks. Mais aujourd'hui, on observe quand même un mouvement inverse, où on aurait des gammes plus resserrées, un retour à des recettes plus simples, plus équilibrées. Est-ce que tu constates ça? Et si oui, qu'est-ce qui expliquerait ce virage? Alors oui, je le constate et j'abonde à 100 sur tes propos, hein. C'est-à-dire que, l'explosion du nombre de brasseries, beh, c'est fini. On est sur la stabilisation. La multiplication, sans fin, du nombre de brassins éphémères, bon, on voit que même ceux qui ne vivaient que par les brassins éphémères, se mettent à avoir, une gamme de base. Qui est finalement ce qu'on appelle le money maker, qui leur permet, de dégager des marges tout en continuant à garder leur ADN derrière sur le reste, de la gamme. Alors, diminution de l'offre dans un premier temps. Pourquoi? Tout simplement, parce que, j'ai déjà dit, hein, les caves à bière, elles font évoluer leur business model et elles diminuent tout simplement le nombre de références parce que, ils vont faire entrer autre chose que de la bière, ils vont faire d'autres activités. Heu, il y a eu également l'inflation. Donc derrière, ça veut dire que les consommateurs sont obligés de faire des arbitrages, et que ces arbitrages, ça aboutit à des produits qui sont moins chers et donc des produits qui sont moins chers, ça implique que les brasseries, intègrent à leur gamme des références qui sont plus accessibles financièrement, hein, cette espèce de bière de base dont je parlais il y a quelques secondes. D'une manière générale, si on a moins d'argent, on va aussi, essayer d'acheter des produits qui, par nature, sont moins chers, ce qui pourrait favoriser, certains pays, comme la Belgique, qui est capable finalement de produire, des bières dites de spécialité à des prix intéressants. Et puis également les pays de l'Est qui sont encore capables, de produire, des bières, ultra houblonnées, à des prix, défiant, toute concurrence. C'est pour ça Mais qu'on voit du plein de brasseries craft, d'Estonie, Lettonie, tout ça, enfin des brasseries de l'Est au final dans les cavistes, dans les caves à bière, en France. Tu penses que ça peut expliquer ça? Ah oui, je confirme parce que je me rappelle d'il y a 5 ans, il y avait un festival régional, ici, en Isère et ils avaient invité, une brasserie, d'un pays de l'Est qui ne faisait que des IPA très, très bons, par ailleurs Mmh. et est arrivé le moment où, une fois tous les stands installés, chacun a dû mettre ses prix et donc tu avais le brasseur français qui proposait sa blonde de base à 4 € et puis eux, ils arrivaient avec, leur, IPA, DDH, ceci, cela, à 2 € et là, personne n'osait rien leur dire et j'ai été les voir. Je leur ai dit: «Écoutez, les gars, ça va pas. Mettez-vous au moins au prix, des autres et vous verrez, ça va très bien se passer» et ça s'est très bien passé parce que, ils sont venus avec le camion rempli et ils sont repartis avec le camion vide. Et toi, Donc tu as pris de la marge, Parce qu'au final, non, j'ai pas pris de marche. Proche d'amertume, ne prends pas de marche. Mais voilà donc c'est sûr que Heu, mais c'est une exception parce que globalement, pour l'instant, la qualité globale des bières françaises a augmenté, donc chacun peut trouver chaussure à son pied en France et donc je pense que la diminution, des importations, de bières trop onéreuses, est déjà réalisée. mmh. C'est fini le temps où il y a encore 5 ans d'ici, on avait les trucs américains, ultra chers. Les Américains ont payé cher sur le sujet. Et On a déjà parlé la disparition des petits, distributeurs qui étaient les moins rentables et que, de plus en plus, maintenant c'est des gros distributeurs qui ont, diminué, leur catalogue, afin d'améliorer leur marge et donc ça aussi, ça va dans le sens de la diminution, de l'offre et puis après pour en revenir, aux fameuses bières, éphémères, bière éphémère égale, recette éphémère donc Heu, risque important sur le plan commercial et sur le plan technique et puis, ça veut dire aussi ingrédients, plus chers. mmh. Donc, naturellement, les bières éphémères,
ont tendance non pas à disparaître, mais en tout cas, à diminuer. Donc globalement, une diminution de l'offre, ça c'est clair. Et puis tu citais un deuxième point, de mémoire qui était aussi des recettes plus simples. Ouais. En fait, les 2 sont dans la même logique. C'est-à-dire qu'en gros, la révolution craft, ça a été énormément d'excès. Il faut bien le dire, hein, parce que c'était, la course, à la bière la plus alcoolisée. Bon, hein, une fois que c'était fait, il y a eu, la bière avec, le plus de BU. Bon, un Mikkeller qui faisait 1000 BU, très bien. Puis on a eu, celui qui faisait le plus de grammes de houblon par litre, parce que c'était plus l'amertume, c'était l'aromatique, des houblons. Je parle pas des recettes qui étaient, destinées à faire, le buzz, mais en tout cas, maintenant et en particulier si on veut toucher un public plus large, et faire que la craft, soit, abordable et accessible à un plus grand nombre, il faut que ça rentre dans les grandes et moyennes surfaces et il faut que, elle soit entre guillemets «accessible» gustativement à cette population et donc on en revient à des bières qui sont plus simples, plus équilibrées, moins chères à produire, ce qui va dans l'air du temps. Et puis, là, je mets en avant, ma deuxième facette qui est celle de dégustateur. Finalement, dans mes critères, de dégustation, et quand, dans des concours, de bière, je discute avec, d'autres jurés, je dis: «Voilà, heu, outre le fait qu'une bière doit être dans son style et cetera, mais pour moi, il y a quand même 2 piliers dans la dégustation, c'est la buvabilité et l'équilibre. Heu, L'équilibre, c'est le fait que, dans le produit, tu retrouves les ingrédients de la bière quoi finalement, et que ça reste de la bière. Et la deuxième chose, c'est la notion de buvabilité, c'est-à-dire, combien de fois tu as des bières où tu dis: «Waouh, c'est génial» et cetera, mais pourtant, tu es quand même le premier à avoir du mal à finir ton verre. Donc pour moi, la notion de buvabilité, c'est, passer cet effet waouh, envie d'en boire une deuxième tout Mmh. simplement. Et puis là, en parallèle, on peut voir sur le graphe là qui vient de Statista 2019, une source d'Heineken, où on voit les triggers d'une bonne bière en fait. Il faut qu'elle soit conviviale, variée, qu'il y en ait pour tous les goûts, rafraîchissante, un produit de tradition, bon rapport qualité-prix et désaltérante. On va dire que c'est tous les points de contact avec le liquide qui font acheter et aimer la bière. Donc, euh, donc voilà, c'est intéressant de revenir au final aux sources. C'était aussi le claim du Lyon Beer Festival l'année dernière, le Back to the Roots. Et j'ai l'impression que au final, la bière a apporté, enfin, la Neipa, les IPA DDH, toutes ces bières fortement aromatisées, houblonnées, ont rapporté aussi une nouvelle vague de consommateurs qui se sont dit, tiens, la bière, c'est pas si mal, et qui au final après un moment, vont se dire bon, la buvabilité est complexe. Au bout de 2 nez j'en peux plus. J'ai envie de retourner à quelque chose de classique. Et du coup, au fur et à mesure, on en revient à redéguster d'une autre manière peut-être les bières les plus simples. Et surtout aussi avec le porte-monnaie un peu plus vide. Et du coup, tout ça fait plutôt sens. Mais pour les brasseries qui nous écoutent, est-ce que euh, tu aurais, toi, un conseil sur le bon équilibre entre une gamme permanente solide et des bières éphémères? Est-ce qu'il y aura un ratio idéal pour toi, euh, pour de la rentabilité et pour le consommateur et pour la brasserie? Alors, je pense qu'un critère très important, heu, c'est le plaisir et le plaisir qu'on prend à brasser, à commercialiser, et à partager, l'expérience, de son produit avec les consommateurs et je pense qu'en fait, tu as ta gamme de base qui, te fait vivre et il c'est ce que tu vas faire à côté, l'éphémère et autres, la barrique et autres. Ça va être ton capital, plaisir et ce qui fait que tu vas te lever, le matin en te disant: «Beh, au moins je sais pourquoi, je fais cela et je continue à le faire. Je le fais parce que, j'ai envie de faire des brassins collaboratifs, je le fais par» voilà. Donc je pense que, finalement, la bonne clé de répartition, c'est celle qui te permet de vivre, tout en, conservant, du plaisir, dans ton brassage et c'est très important que le milieu
de la bière, en termes je parle ici de brasserie, hein, reste un milieu d'entraide et de convivialité. Forcément, on n'est plus dans la même image qu'il y a 10 ans. Mais voilà, ça s'est détérioré, mais on n'est pas non plus dans une situation dramatique. Il y a toujours cette bienveillance, cette entraide entre les brasseurs. Donc, et pour cela, il faut du plaisir. Et pour du plaisir, il faut des bières dont on soit fier et qui ne sont pas nécessairement celles qui vous font vivre. Et pour vivre, il faut une gamme de base. Voilà, donc la boucle est bouclée. Mais donc, pas de chiffres vraiment, mais plus cette notion de plaisir. Ouais, ok. Allez, tendance numéro 5, terroir, identité française et bière locale. Est-ce qu'on irait vers un style français? Donc ça peut être un vieux débat, hein. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il existera un style de bière spécifiquement français? On parle de plus en plus de bières de terroir, d'ingrédients locaux, potentiellement d'appellations. Où est-ce qu'on en est sur le sujet? Alors, il y a 2 sujets, hein. En effet, il y a la notion de style français. Bon, on est quand même un pays qui a énormément d'atouts. Je pense en particulier par rapport au monde du vin. On a la culture de la vie, on a la maîtrise de la fermentation, on a des cépages variés, on a vraiment une multitude de terroirs. On a encore la chance d'avoir des tonnelleries en activité, on a des parcs de barriques qui sont incroyables. Et il a fallu que ce soit les Italiens qui lancent, il y a déjà quelques années, le style Italian Great Ale. Non, il n'y a pas de style français. J'en parlais il y a quelques mois dans un article dans Bière Magazine. On évoquait la bière de Garth, la Cervoise, la bière de Mars devenue bière de printemps parce que une fois le 1er avril arrivé, elle ne se vend plus. La brune française avec ses racines historiques liées au monde de la pelle forte, la noire de Lyon, etc. Non, il n'y a pas de style français pour moi pour l'instant, parce que je sais que d'autres biérologues pensent que c'est le cas. Alors, je pense que si on voulait le faire, il faudrait qu'il y ait une mobilisation, que cette mobilisation se fasse entre les syndicats de brasserie, les biérologues, les consommateurs, les brasseries et puis les autorités compétentes, et que derrière, on se dise, bon, voilà, sans doute autour du monde du vin, qu'est-ce qu'on est capable de proposer et qui ne soit pas simplement copier ce que les Italiens ont fait, c'est-à-dire que eux, ils travaillent sur l'ajout de mou de raisin, donc des cofermentations. Derrière, c'est pas grave, hein, il nous reste encore 4 possibilités. On peut rajouter également les mares. On peut travailler sur donc, ce qui reste après avoir pressé, les lits, c'est-à-dire les fonds de cuve. On peut, alors là pour moi c'est pas du tout intéressant, faire des assemblages de produits finis, c'est-à-dire vin et bière. Et puis on a le vieillissement en barrique. Et dans le vieillissement en barrique, hein, tu peux il y a 3 grandes familles, hein, ceux qui vont chercher l'acidification, ceux qui vont chercher l'influence du bois brut, donc c'est en première passe les tanins, lactones, etc. Et puis ceux qui vont chercher l'influence du contenu précédent. Donc là, je pense qu'avec tous les vins que l'on a, et c'est la répression des fraudes, accepte que l'on puisse mentionner, parce que c'est très variable d'une région à l'autre, le nom du producteur, et si celui-ci le veut, bien entendu, on pourrait faire des bières intéressante, surtout qu'on n'est pas obligé d'être dans des vieillissements qui sont très longs. Le vin étant un produit finalement moins alcoolisé et donc qui laisse plus de chance à certaines bactéries de s'implanter dans le bois. Donc on a intérêt à avoir des gardes qui sont plus courtes, mais c'est suffisant pour faire un produit qui est vraiment différent et qui a une histoire. Surtout parce que le problème sous-jacent, c'est que on n'en parle pas encore ou trop peu, mais là, on se dit: «OK, la concurrence monte en France». Si elle monte en France, il faut chercher des nouveaux marchés et je sais pas moi, la plupart des pays vont se dire: «Export». En France, l'export, si tu regardes, en tout cas pour la partie craft, il y a bien quelques exceptions avec Fauve qui est présent en 2025 dans plus de 20 pays, avec une brasserie que j'apprécie beaucoup comme Spo, qui vend la plus grosse partie de ses bières en Chine. Mais grosso modo, sorti de cela, ça fonctionne pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que
il n'y a pas de notoriété de la bière française à l'étranger. Et s'il n'y a pas de notoriété de la bière française à l'étranger, c'est aussi parce que on n'a pas une véritable identité à l'étranger. Et donc l'identité à l'étranger passe par la création d'un style de bière qui est typiquement français. Est-ce qu'il faudrait tous se regrouper? On parlait de regroupement, de mutualisation tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait un consensus de brasseries françaises qui décrètent un style particulier? Parce que j'avoue que ça fait sens ce que tu dis. Moi, quand je vivais en Australie, à Melbourne et puis à Tahiti ensuite, on voyait de la bière belge de partout. Et c'était hyper premium. À Tahiti, ils importaient que de la bière belge. Donc que depuis la Belgique. Et puis à Melbourne, c'était pareil. C'était hyper cher de boire de la. Bon, en même temps, bah, il y a le coût du transport, de l'export, etc. Mais c'était très cher et très premium de boire une Duvel à Melbourne. C'était assez dingue, quoi. Et donc, ouais, il y a cette aura, ce mythe de la bière belge aussi, qui a cette garde, cette mousse, enfin, tout ça, quoi. Et ouais, il n'y avait pas de France. Mais en même temps, c'était avant aussi l'avènement de toutes ces belles brasseries françaises. Là, il y a quand même un gros niveau en France depuis ces dernières années. Franchement, on est quand même bien lotis. Bon, entre les Espagnols et les Italiens qui sont très bons aussi, et les bières Mhm. de l'Est. Mais bon, ouais, ça fait sens. Malheureusement, nous, on fait des bonnes bières, mais on n'est pas les seuls, hein, c'est ce que tu as dit. Et en plus, nos bières sont chères. Donc, il faut, pour les exporter, avoir encore une fois une valeur ajoutée et une identité. Et je pense que la France est connue pour ses produits de luxe. Hein, son secteur de luxe est quand même bien développé. Il est connu pour son image de pays viticole. Et donc imaginez des bières chères qui gravitent autour de cette histoire viticole comme flagship pour l'exportation, ça me paraît être quelque chose qui a du sens. Après, ça peut peut-être passer par ouais, des houblons français qui pourraient avoir bonne réputation, parce que nous, on s'est empressé d'apporter les Naipa, les DDH et tous ces houblons néo-zélandais, américains, tout ça en France. Peut-être que l'inverse pourrait être aussi intéressant, même s'il vaut mieux consommer local dans tous les cas, pour le bien de la planète. Mais ça peut être intéressant d'arriver à exporter certains houblons français pour telle ou telle caractéristique. Mais bon, il va y avoir des avènements d'autres styles. Enfin, la filière n'est pas en reste de nouveautés. Donc, et pour moi, l'utilisation, par contre, par exemple, des cépages et tout dans quelque chose d'autre que le vin, ça serait plus dans le segment des sans-alcool. Tu vois, je suis allé à Vinexpo Wine Paris là, il y a 2 semaines. J'ai goûté énormément de boissons et énormément du coup de sans-alcool. Et en fait, il y a beaucoup de marques qui jouent avec ça, avec ce côté cépage, etc., qui mettent du verjus. Enfin, j'ai regoûté la marque Osco avec qui j'avais déjà fait un podcast, et ils ont fait vraiment un pétillant à base de verjus qui était excellent. Et je me dis, le style français peut peut-être arriver en boisson par le biais d'une autre typologie que la bière, en fait. Et bon, c'est déjà le cas avec le vin, pour le coup. Mhm. Ça, on ne pourra pas le détrôner, je pense. Donc, encore une fois, est-ce que la bière est faite pour avoir son style? Bon, ça reste un débat, du coup. Ouais. On va garder ça en suspens, et on va Voilà. passer à la tendance numéro 6. La bière sans alcool, bah voilà. J'avais même pas regardé mes fiches, mais là, c'est la suite logique. Le segment qui bouscule tout. Alors bon, c'est impossible de parler de tendance 2026 sans mentionner le Nolo, le segment des bières sans alcool ou faiblement alcoolisées explose partout dans le monde. Euh, Bon, j'ai pu encore le voir, encore une fois, je reparle de Wine Paris, mais je sais pas si c'est la première année, mais en tout cas, il y a 3 enceintes à Wine Paris et ils ont fait une enceinte dédiée au sans-alcool qui s'appelait Bino. Il y avait B-Spirit, B-Wine et Bino. Donc il y avait énormément de vins sans alcool, enfin, un stand de bière, mais qui était Paris et qui n'était pas dans le sans-alcool. Mais en tout cas, tout ça pour dire que on voit le sans-alcool exploser de partout. Les chiffres, dans les faits, ne disent pas forcément ça, mais par contre, les comportements de consommation changent radicalement. Donc, c'est forcément quelque chose qu'il faut tacler. Et énormément de brasseurs ou de brasseries, brasseuses étaient présents aussi en tant que visiteurs au salon pour aller justement déguster ces choses. Et moi, ce qui m'a frappé,
c'est que même les stands de spiritueux faisaient ressortir leur dernière innovation qui était un produit sans alcool. C'est comme si le sans alcool, tout le monde savait que ça se vendait pas tellement, mais qu'il fallait quand même, pour la notoriété et le côté innovation, montrer qu'on est dans le secteur, qu'on est dans le game, qu'on n'est pas en reste par rapport à la concurrence. Donc c'est vraiment étrange le marché du sans-alcool. J'ai l'impression que euh, dans la vraie vie, c'est pas si consommé que ça ou c'est pas si demandé, mais d'un point de vue B2B ou présence ou notoriété, on se doit de le faire. Et voilà, donc je sais, ça c'est ma vision. Je sais pas si toi t'en as une autre. Voilà, qu'est-ce que pour toi, où on en est en France par rapport à ce segment? Bah, pour dire un seul chiffre, on va dire qu'une bière sur 20 en France consommée est du sans-alcool. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Il y a eu au moins un grand gagnant dans l'histoire, c'est c'est Carlsberg Cronenbourg, vu qu'ils ont énormément misé dessus et ça leur a permis finalement, dans une période un peu difficile pour eux, de rebondir. Avec, pour le coup, sur un segment qui partait quasi de zéro, bah, de nouveau, une énorme concentration, vu que c'est et de loin le leader incontesté sur le segment des bières sans alcool. Ce qui change aussi, c'est l'image euh, du consommateur. Avant, ne pas boire d'alcool, c'était être montré du doigt. Hmm. Là-dessus, les mentalités évoluent et donc l'image du consommateur qui ne consomme pas d'alcool change. Et d'ailleurs, c'est pas bien de dire il y a ceux qui consomment l'alcool et ceux qui consomment pas. Il y a aussi finalement, et j'espère la plus grande partie, ce sont les gens qui se disent, il y a des moments où j'ai envie de boire une bière sans alcool et il y a des moments où j'ai envie de me boire un bon Imperial Stout et tout simplement, ce sont les circonstances qui font que j'ai choisi l'instant dégustation qui font que j'ai choisi l'un ou l'autre. Donc nous, on a la chance pour la bière de faire que par des techniques qui au départ étaient très chères et réservées aux industriels et puis petit à petit par d'autres techniques liées à des souches de levure particulières, on a réussi à ouvrir cela aux petites brasseries. On a eu la chance d'avoir aussi je pense, la réglementation la plus, c'est toujours le cas, permissive d'Europe, vu que dans la plupart des pays, on est à 0,5% au maximum pour une bière sans alcool. En France, on est toujours, à mon grand étonnement, à 1,2%. Ça veut dire que inférieur ou égal à 1,2%. Donc un produit à 1,2% peut être estampillé sans alcool, ce qui en avouera en termes d'information et de sincérité vis-à-vis du consommateur me paraît Ouais, c'est pas très clean ne- label. voilà, me paraît hallucinant. Moi, ce qui me fait plus Donc, halluciner, c'est le 0,2% où on peut mettre le logo femme enceinte. Et j'ai appris ça il y a pas je longtemps la et connaissais pas celle-là. ouais, parce que ouais, forcément à chaque fois que je goûte, je me demande bon bah est-ce qu'une femme enceinte pourrait en consommer et parce qu'il y a le logo enfin non, il y a pas le logo femme enceinte justement et c'est marqué sans alcool et du coup quand tu demandes, il dit non, il y a des traces 0,2 mais il y a aussi des traces dans le kombucha, enfin donc c'est vrai que c'est complexe. J'avoue perso, je préférerais une réelle transparence et que la loi aussi s'applique parce que enfin la loi il est aussi pour quelque chose enfin Ben, si tu repars de la loi et continuons là-dessus, c'est quoi une bière en France? C'est une boisson issue d'une fermentation alcoolique d'un mou contenant des sucres pour au moins 50% de matière amylacée provenant, etc., etc. Mais c'est bien de la fermentation alcoolique. Alors, tu vas me dire, une bière sans alcool, elle a eu de l'alcool avant qu'on l'enlève. Ben non, maintenant, avec les levures maltose négatives, c'est pas le cas. Elles produisent carrément plus d'alcool. Donc, est-ce que légalement, déjà, ce produit est de la bière? C'est un débat. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a intérêt à ce qu'on appelle ça autrement qu'une bière? Ben ça, c'est un autre débat également, en sachant quand même que la révolution craft, ben, un des piliers, c'était quand même de dire des bières qui ont du goût, et des bières qui ont du goût, c'est des bières qui ne sont pas pasteurisées. Or, pour pouvoir conserver dans le temps
un produit sans alcool, l'alcool étant un agent conservateur parmi d'autres, tu passes par une pasteurisation et tout le monde sait qu'une pasteurisation, ça supprime une grande partie du goût. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de choses qui font que le sans-alcool enfin, la bière sans alcool est un produit vraiment différent. Donc, il y a un vrai débat, et là, c'est un débat de législation, d'harmonisation au niveau européen, de gestion des risques sanitaires avec cette pasteurisation qu'il y a derrière. Pour rebondir, par contre, sur ce que tu disais sur les spiritueux sans alcool, c'est vrai que c'est un peu hallucinant, un spiritueux sans alcool, mais si tu regardes, je l'ai sous les yeux, hein, le baromètre 2025 SoWine Data, alors c'était impressionnant vu que la bière en 2025, c'était la boisson sans alcool préférée des Français. Vu que 61% des consommateurs consommaient de la bière sans alcool, donc c'était encore en progression de 4% en 2024. On n'a pas vraiment de concurrence si on en a un, les cocktails, donc les mocktails sans alcool. Et puis en troisième position, toujours pas le vin, hein, en troisième position, les spiritueux à 21%, avant d'arriver au vin, 17%, et les effervescents à 14%. Donc on voit vraiment que le vin a loupé son virage sans alcool, et que si 61% des consommateurs consomment de la bière sans alcool, c'est parce que la bière sans alcool a aussi un bon goût maintenant. Et donc, voilà, on a réussi. Et la preuve, c'est que lorsqu'on a eu un bon goût derrière, les industriels n'ont pas hésité à non plus utiliser une marque tierce pour faire une gamme sans alcool, mais à prendre leur flagship et à parler de Heineken 0.0, en insistant bien d'ailleurs sur le 0.0, vu qu'eux, ils n'ont pas des procédés qui le permettent. Oui, non, c'est sûr. Et puis, c'est la même chose dans les marques de spiritueux, chez Diageo ou autres. On voit les Beefeater Zero, les Hendrix Zero, enfin, on voit les Gordon Zero, on voit toutes les marques de sans-alcool les plus connues se mettre à du zéro. Ce qui fait qu'on se demande, honnêtement, si les marques de sans-alcool qui se sont créées sans alcool, pour vraiment commencer cette tendance, comme Sid Leap ou d'autres marques françaises, vont rester. Parce que du moment où un géant. Enfin, c'est comme si le géant avait regardé les petits faire leur innovation, puis il voit que ça marche, et puis du coup, il les écrase en reprenant le monopole. Et du coup, je me demande vraiment si les marques de spiritueux sans alcool, fraîchement nées sans alcool, vont perdurer du moment où les grands géants ont juste à poser le 0,0 avec la technologie de désalcoolisation ou autre. Je ne sais pas s'ils désalcoolisent tous. Certains, ils partent d'un ersatz d'eau aromatisée, d'autres, ils désalcoolisent. Enfin bon, il y a différentes manières. Mais bon, tout ça pour dire que oui, est-ce que c'est les gens qui vont rafler ça? Mais si on prend plus le biais sur les PME, les entreprises intermédiaires, ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui, est-ce que selon toi, c'est indispensable aujourd'hui, en 2026, d'avoir au moins une référence, si ce n'est 3 références de bière sans alcool? Après, ça dépend de ton outil de production. Tu dois quand même faire un brassin entier de ce produit, et tu dois quand même l'écouler dans un temps déterminé. Donc, mais tu vas me dire qu'il y a beaucoup de brasseries qui, pour le coup, délèguent cette production de bière sans alcool dans des unités de Bien production qui sûr. sont plus adaptées. Et je pense à des sociétés comme Anders en Belgique, BCB ou de Proof qui sont vraiment ultra spécialisés et qui chassent beaucoup sur le marché français. Et là, la prise de risque, elle est beaucoup plus faible, que c'était sûr de la qualité du produit fini, avec le risque inhérent du fait que le jour où tu veux le rapatrier dans ta chaîne de production, tu auras peut-être du mal à conserver ce goût derrière. Mais en tout cas, ça permet de tester le marché à moindre risque. Mais je connais quand même pas mal de brasseries qui ont fait des brassins sans alcool qui, pour des raisons diverses et variées, leur sont restés sur le dos.
Donc, est-ce que les brasseries doivent avoir du sans-alcool? Ben, j'ai envie de dire, ça dépend de votre clientèle actuelle, de l'endroit où vous êtes. Moi, ici sur Grenoble, c'est de plus en plus, je vois des bars qui ont un tirage dédié pour le sans-alcool. C'est plus des bouteilles, voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu as vu si comme tu veux, brasserie sur ces tirages? Par curiosité. oh ben nous sur Grenoble, on a un qui historiquement était sur Grenoble et qui était Edmond. Hmm. Donc qui est brassé sous licence par la brasserie du Pida. Mais souvent, pour le coup, ce sont des marques étrangères. D'accord, ok. Et ça tient la route dans un bec, enfin, parce qu'il y a aussi le côté sanitaire, le fait de est-ce que ça se conserve bien, une bière sans alcool tirée en fût? Bah alors, c'est sûr que si c'est du fût inox, tu as intérêt à le passer rapidement. Si c'est sur du kick avec ou autre avec une poche derrière, tu peux le conserver un peu plus longtemps. Mais oui, et il faut que tu aies, le débit derrière. Mais l'avantage, c'est que pour ces débits de boissons, c'est pas du neuf. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient déjà des bières en bouteille, ils avaient déjà la demande, donc ils avaient déjà les consommateurs et ils se sont dit: «Bon, ben, maintenant, je peux franchir le cap avec un risque qui est, heu, somme toute, heu, somme toute limité». Mais voilà, il y a des endroits où je vais, je suis très étonné, il y a aucune trace de bière sans alcool, quoi. J'étais à Saint-Étienne, j'en voyais très peu. À Grenoble, c'est omniprésent. Ça me paraît, par exemple, des villes qui sont très éloignées. Donc, c'est pas une seule réponse de dire oui, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est indispensable. Ça dépend de plein de critères. Donc, testez. Et si vous voulez pas prendre de risques, faites-le avec au sein d'une autre brasserie, amie ou mais voyez ce que ça donne, ce que ça donne derrière. Hmm. Allez, on va passer à la tendance numéro 7. La canette qui s'impose petit à petit, et les rayons bière en GMS qui se stabilisent. Donc là, si on parle plus distribution et packaging, la canette qui a longtemps traîné un peu cette image cheap en France, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que toi, tu vois un gros gap après l'avènement des brasseries craft? Euh, voilà, si on isole déjà la canette et ensuite on va parler grande distrib. Bah, déjà, la canette, ce qu'il faut dire, c'est que, elle a percé grâce à la craft, certes, mais elle a percé aussi, parce que c'est un format qui a été fortement publicité, par les GMS, donc les grandes et moyennes, surfaces. En gros, il faut quand même se rappeler que dans un camion de 35 tonnes, tu mets 2 fois plus, de bière en canette que de bière en bouteille. Quand tu as dit ça, tu comprends ce que ça implique sur le plan, je parle même pas environnemental, mais en tout cas, purement, marche, derrière. Donc les GMS ont bien, poussé la canette, la craft, y a contribué, également. La canette a des vrais avantages, hein. On va pas reparler de tous les avantages de la canette, mais outre le gain de poids, d'espace, il y a moins de vide. Derrière, le fait que le refroidissement est plus rapide, que c'est nomadisme, que c'est plus, recyclable, même si on oublie de dire que je crois qu'on est à 70 de bière en canette, aluminium en France et qu'il en reste à peu près 30 en acier. Elle a aussi ses inconvénients, comme, bah, le fait que, la refermentation en boîte métallique, bah, c'est compliqué. Autant dire, bon, il y a de la chimie en boîte métallique maintenant, hein, donc ils le font bien, mais ça implique déjà des moyens et de la recherche et développement, derrière. Heu, pour moi, c'est un récipient intéressant aussi, pour les bières, fraîches. On le sait bien, en particulier IPA et autres, et j'ai toujours, un a priori à acheter un Imperial IPA ou un Barley Wine, dans des canettes, tout simplement parce que c'est un produit, que j'ai tendance à laisser, au moins 1 ou 2 ans en cave pour que les flaveurs, se fondent et bah, 1 ou 2 ans en cave, en vieillissement, sur couche plastique. Vu que c'est bien du plastique, qui est à l'intérieur de la canette, ça me fait pas rêver, non plus. Donc et puis, ben, dans les inconvénients aussi, bon, on a quand même ça reste un processus qui est, plus compliqué que de mettre une capsule, hein. Le sertissage, c'est quelque chose qui se fait au micron près. Il faut que les réglages tiennent, derrière, et puis, bah, une encaneuse, c'est cher aussi, même s'il y a eu,
grâce à la craft, des industriels qui se sont mis à faire des unités beaucoup plus petites, mais on va dire que quand même un ticket d'entrée aux alentours de 150 000 euros n'est pas déconnant. Donc oui, l'image de la canette a changé, elle est acceptée maintenant, et il y a des brasseries qui font les deux, qui jouent avec une partie en canette, une partie en bouteille, et puis pour ceux qui ne veulent pas investir, il reste la notion d'encanage mobile. Là aussi, ça a des coûts, mais ça permet de tester le marché. On parlait de tester le marché sur les bières sans alcool en les faisant brasser chez autrui. Là, c'est quelqu'un qui vient chez toi, qui se branche directement sur les fermenteurs et qui met tes bières en canette. Il y avait Grand Canning au Luxembourg qui faisait ça, Los Bucaneros qui était espagnol, et puis beaucoup plus récemment, ça se met en place petit à petit au niveau français. Tu as une entreprise nantaise qui s'appelle Remplis-moi, tu as une entreprise, alors je sais plus où il était celle-là, oui, dans le Jura, qui s'appelle Canette Factory, tu as l'Encaneur à Marseille, donc c'est pas mal pour tester le marché de la canette derrière. J'ai vu que tu passais également quelque chose qui a bien percé, c'était Nomok. Nomok, ouais. Donc le fait de pouvoir finalement s'affranchir du volume minimum pour avoir des boîtes métalliques sérigraphiées, hein. Vu que là, je vois dans mes notes qu'en 2019, il fallait commander à minimum 400 000 unités chez Ball Packaging Europe pour avoir ta propre canette. Et puis là, Nomok, donc, dont l'acronyme veut dire... Je me rappelle plus. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, je crois que c'est no minimum of quantity. Donc, en gros, tu peux commander à Oui. partir d'une seule canette. Et en plus, honnêtement, c'est vrai que c'est beau. C'est beau parce que tu travailles sur le vernis, donc sur la notion de relief, et puis tu couvres une surface de la canette qui est encore plus importante. Déjà, la canette, c'est sympa parce que Visuellement, oui. Pour le branding, c'est, voilà, c'est top. c'est du vrai 360 degrés, et puis là, tu imprimes encore plus dessus. Donc, ouais, la canette est quelque chose qui a le vent en poupe, et c'est très bien. Donc, ça fait la transition sur la GMS, Ouais. où la canette a énormément performé. Et là, le GMS, ça a vraiment été un tremplin, et ça restera encore un tremplin pour la bière craft dans le futur. Mais moi, je voulais juste remettre les choses en place. C'est assez récent. Je me rappelle en 2016, lorsque Lidl a commencé à faire ses premières fêtes, foires de la bière. Il y avait à peu près une trentaine de marques en 2016, et ils sont passés à 126 marques en 2020, 160 marques en 2021. Bon, un exemple. En 2018, j'avais été épaté par le fait que Monoprix commençait à mettre en place des armoires réfrigérées pour les bières fortement houblonnées. Bon. Autre exemple, en 2017, sur une année, le rayon bière a augmenté en linéaire de 11%. C'est-à-dire, on est passé de 6,85 m à 8,59 m. Hein, donc, c'est énorme. Et la moyenne de bière est passée de 43 à 56 bières en un an. En 2022, on était en moyenne à 80 références dans les supermarchés. Et Dieu sait que la place dans les linéaires est compliquée à avoir. Donc, les supermarchés ont joué le jeu, non pas parce que d'un seul coup, ils se sont dit « Waouh, la craft, c'est génial », simplement parce que la craft offrait des marges et des volumes qui étaient devenus intéressants. Et puis, tout ça s'est bien passé jusqu'en 2023, où pour la première fois, en effet, on a eu un retournement du marché. Il y avait eu, avec un peu de retard, une augmentation des prix de vente de la bière qui était de l'ordre de 13%. Et donc, pour le coup, à part le segment de la bière sans alcool qui a résisté en volume, tous les autres segments ont diminué, et donc la bière, pour la première fois en GMS, a diminué également. Alors, il faut quand même, pour illustrer un peu plus les propos, savoir que on a à peu près 75%, donc 3 bières sur 4 qui sont vendues en France en grande et moyenne surface, contre à peu près une bière sur 4 qui est en distribution, ce qu'on appelle hors foyer, donc c'est-à-dire essentiellement les cafés, hôtels et restaurants.
Après, il y a Donc, aussi une concurrence accrue avec le rayon de boissons énergisantes. Je ne sais pas si tu l'as vu popper ce rayon, mais en grande distrib, ça commence à devenir vraiment une grosse concurrence à la bière. J'ai l'impression que le facing des boissons énergisantes ou boissons protéinées pour le sport, etc., commence à vraiment prendre de l'ampleur et faire la même taille qu'un rayon bière. Donc j'avoue que, en tout cas, de ce que j'ai pu voir moi en GMS, c'était assez impressionnant. mais Euh, peut-être que finalement, la bière devrait plus se tourner vers le segment des boissons fonctionnelles. Ce qui est le cas Qui dans les tendances de 2026 qu'on a vu dans mon podcast précédent. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter le podcast Tendance Boisson avec Théodore Beccard. C'était vraiment sympa. Mais excuse-moi, je t'ai coupé. Oh ben, pas du tout. Alors, du coup, excuse-moi, j'ai un petit trou de mémoire, on parlait de Bon, on parlait des facings en GMS et de la bière qui s'achète en GMS. Moi, j'avais une question, c'est est-ce qu'au final, le GMS reste un canal très pertinent pour une petite brasserie? bah, écoute, tu peux vendre en GMS, dans, les 2-3 magasins qui sont à côté de chez toi. Après, tout ça t'offre une visibilité quand même à moindre coût, donc ça participe à faire, ta publicité. Depuis le covid, il y a plus, cette notion de: «Moi, je n'irai jamais, en GMS parce que ça serait, mettre, mes valeurs, de côté». Et c'est une bonne chose. Donc il faut juste que, derrière ton panachage, de clients fasse que tu ne sois pas, trop dépendant, de la GMS et que tu trouves, le bon équilibre qui te permette de te faire voir. Et ça peut avoir du sens pour une petite brasserie, heu, dans les quelques magasins, supermarchés, autour de chez, de leur lieu de production, de s'y trouver. Donc, oui, ça reste quelque chose d'important et puis ça va être aussi quelque chose d'important, non pas pour les petits, mais pour, cette fois-ci, ces fameux segments, des brasseries et des établissements de taille intermédiaire, donc qui sont des gens, qui, dès le début se mettent à brasser, à plus de 50 000 hectos et pour les écouler, beh, eux, ils font de la craft à bas coût qu'ils vendent en supermarché et donc c'est là que ça va se passer. Mm. Donc le supermarché est aussi important pour cette taille. Et tu vois, d'ailleurs, c'est marrant parce que pendant qu'on parle, forcément, je regarde un petit peu les choses et je le montre en direct. Là, je suis sur le site d'Auchan et ça peut être intéressant aussi de voir comment ils filtrent les bières et qu'est-ce qui est proposé. Peut-être pour que les brasseries qui nous écoutent arrivent à choper le bon créneau. Là, on voit déjà que sur le site d'Auchan, c'est important d'avoir des notes et en l'occurrence des bonnes notes. Forcément, quand on voit Anno Steke avec 4,5 sur 5 avec 9 commentaires, bah, ça donne peut-être plus envie qu'une qui aurait que 3 étoiles. Ensuite, il y a les logos, grand format, les logos bio. Donc, dans les filtres, quand on met plus de filtres, c'est intéressant d'aller voir aussi comment ils ont filtré leur site web pour potentiellement ressortir. Là, si je mets par exemple IPA et que j'applique, hop, il y a 61 produits. Qu'est-ce qui sort en IPA? Il y a Brasseur Savoyard, bière sartoise, Brewdog, Belle Rose. C'est bien de soutenir, BrewDog, hein, ils en ont besoin. Ouais, surtout en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Brickhouse, ouais, tu vois, qui n'ont pas forcément des bons commentaires pour le coup sur la Yankee Trouble. La Goudal, voilà, on a un petit peu de tout, mais c'est intéressant en tout cas. Je sais pas si beaucoup d'entre vous se sont attardés sur les sites de Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., dans les caves à bière, mais c'est intéressant de voir comment ils mettent en valeur leurs différents filtres pour avoir une idée de comment peut-être piquer leur curiosité en proposant des inos ou des nouveaux référencements. Ça peut être intéressant. Est-ce C'est intéressant parce que les filtres finalement, eux ont réfléchi à l'échelle du consommateur, Hmm. lambda. C'est-à-dire dans des termes compréhensibles, par tout le monde et ça te permet finalement, de bien, positionner ton produit, d'avoir les éléments de langage en effet qui sont intéressants et puis, là tu consultes un site mais, T'as vu, il n'y a il y pas a quelque chose canette. qui oui, il y a pas de canette. Il y a un petit, moyen, grand format. Alors, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Si je mets moyen format,
On arrive sur du 50 centilitres ou du 66 centilitres. Mais là, tu vois, ben, ici, il y a qu'une seule canette, c'est la rince cochon. Bah, écoute, en 2025, les bouteilles en verre, de 33 centilitres se vendent beaucoup moins. Il y a que le 75 centilitres, les grands formats qui s'en sortent et c'est encore la canette qui performe. Mmh. Ouais. En voyant ce site, moi, ça me fait penser à une chose, c'est que là, tu consultes un site, mais pas au moment de l'achat. Heu quelque chose qui est encore très peu utilisé, c'est le phygital, c'est-à-dire la rencontre, entre guillemets, la mise en synergie, entre les canaux digitaux et physiques, en proposant des contenus digitaux dans les points de vente. Moi, je suis tombé plusieurs fois sur des bornes, interactives où, les gens, se retrouvent parfois à décider, heu, sur l'écran tactile, leur diagramme de Kvyat en disant: «Je veux beaucoup d'amertume, je veux ceci, je veux cela» et puis paf, ils te sortent la bière qui correspond et qui est dans le rayon. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa aussi. Mmh. Après, je sais pas si ça marche, mais la notion de QR code également, c'est du phygital, hein, vu que, heu, tu scannes le QR code sur l'étiquette dans le magasin et là, ça peut te ramener, sur quelque chose, qui t'offre plus de place que l'étiquette et qui va vraiment, te permettre d'en apprendre plus sur ce que tu achètes. Ouais. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que comment est-ce que le consommateur peut s'y retrouver, pour savoir ce qu'il va avoir dans son verre, mais ça reste le même problème, j'ai envie de dire, Disons dans que quasi moi, toutes les ouais, brasseries. pour moi, le scannage de QR code, il va pas intervenir au moment de Mmh. des décisions d'achat parce que on n'a pas le temps en GMS. Déjà, ce qui va faire prendre la bouteille, c'est potentiellement soit tu connais déjà la marque, soit elle t'a attiré par le design. Une fois que tu l'as à la main, tu regardes derrière le style ou autre, tu regardes vite fait, et puis tu la mets rapidement dans ton caddie, quoi, je pense. Et après, par contre, à la maison, tu l'ouvres, tu as peut-être un peu plus de temps, tu scannes le QR code. Donc, je pense pas que moi, je mettrais le all-in sur un QR Mmh. code comme décision d'achat. Et là, tu vois, je regardais sur le site de Carrefour, parce que bon, on a regardé Auchan, on peut regarder Carrefour. Et là, on se rend compte pour le coup qu'il y a beaucoup plus de filtres, c'est beaucoup plus complet et pour moi, beaucoup plus moderne du coup, dans l'approche où on voit beaucoup de canettes. Et alors, ouais, on voit beaucoup d'Indus hein, au final, ou celles qu'on voit habituellement. Il y a beaucoup de bières Et tu fortes. remarqueras qu'ils n'ont pas un filtre, indus, non indus, hein. Ouais, sous rayon, il y a quoi? Il y a cave à bière, bière sans alcool et panachée, ouais, coffret bouteille, nanana, degré d'alcool, ouais, non et puis après les autres produits. Mais effectivement, oui, oui, il y a pas petit producteur ou, par contre, tu vois, tu as, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et cetera. Donc c'est intéressant aussi, C'est pas mal. ouais, et là, par contre, tu vois, si on met, bière sans alcool et panachée, est-ce qu'il y a des trucs? Alors, en canette, il y en a 4. Bah, Tourtel, Castel, Guinness et 1664. Et si on enlève la canette, on en aura forcément plus. Jade, Panaché. Panaché, ils sont là depuis la nuit des temps. Euh, Lef, ouais, bah après, on reste sur les standards. Hein. D'Aspect, la Gouda, la Fliegen, etc. Après, il y a plus de 90 produits, donc on va pas tous les faire. Chouf, qui du coup ont très bien réussi leur rebranding et qui sont présents aussi en 3 formats avec le nouveau rebranding. Par exemple, je sais pas, quand je suis allé à Leclerc la dernière fois, il y avait 33, 75 et 44 centilitres en canette de la chouf avec le nouveau branding. Donc c'est intéressant aussi de se dire que on peut cohabiter avec le même produit, mais dans 2 conditionnements différents. Et voilà, si vous n'êtes pas présent en 2026 en canette avec, de la NEIPA, de l'IPA, je pense que c'est un tort et qu'il faut y être, clairement. Et si vous y êtes, et qu'on vous dit que vos bières sont trop chères et que vous faites du 44 centilitres, songez peut-être à faire du 33. Mmh. Yes, et ben, je pense qu'on a bien exploré la tendance. On peut partir sur la tendance numéro 8, qui est la guerre des fûts. Inox, Kekeg, Ecofast, machin. C'est quoi tous ces termes? Bon, c'est une question un petit peu plus technique peut-être, mais qui va parler à tous. Le marché des fûts est en pleine mutation. Inox traditionnel, Inox Vertex, Kekeg, Ecofast, Dolium, Polykeg, tout ça. Il n'y a jamais eu autant de solutions, on dirait. Comment une brasserie fait son choix aujourd'hui? Écoute, déjà, on va parler des solutions et elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients.
et c'est finalement ces avantages et inconvénients qui feront elles vont faire leur choix. Alors en effet, on a, enfin, il faut quand même bien se rappeler qu'avant le fût, c'était la barrique en bois, mais qu'on n'a jamais voulu à l'époque que la bière soit en contact avec le bois, vu que ça créait des problèmes de sanitaire. Donc, il faut quand même se rappeler qu'on poissait les fûts à l'époque, on les remplissait de poids pour éviter le contact direct avec le bois. Puis sont arrivés les fûts en acier, mais les fûts en acier donnaient un goût à la bière. Et puis il y a eu l'inox, et puis l'inox, lui, l'avantage, c'est que il est inerte sur le plan gustatif. J'ai entendu tu parler du Vertex, qui est un type d'inox particulier qui est utilisé depuis 2025. C'est une innovation de Tillman qui, lui, est vraiment inerte sur le plan gustatif et qui en plus offre l'avantage d'être beaucoup plus léger, mais aussi un peu plus cher pour l'instant. On parle quand même de 30% de poids en moins, donc c'est pas neutre. Donc voilà, d'un côté, j'ai envie de dire, tu vas avoir euh, le fût inox, et on se rend compte qu'il innove, comme le prouve le Vertex. C'est lourd, sauf si on a des chaînes de remplissage automatisées, mais là on est déjà dans quelque chose limité en nombre de brasseries. C'est un investissement important, vu qu'en fait tu fais une immobilisation financière. Et qu'en plus, il y a une saisonnalité, voilà, j'y arrive, qui est importante dans le monde de la bière. On vend beaucoup plus en été, et donc qu'en hiver. Et donc, c'est en été, t'as pas assez de fûts, et en hiver, t'en as plein en stock, quoi. C'est aussi une perte de temps dans la gestion du parc, vu que en moyenne, ton fût te met 3 mois pour revenir. Puis si tu es spécialisé dans les bières Kik qui partent un peu partout en France, voire à l'étranger, c'est encore plus, et c'est d'autant plus compliqué de les récupérer. Et puis, il faut les nettoyer. Donc la sanitation des fûts, c'est le nettoyage, c'est la désinfection. Donc c'est du travail. Donc d'un seul coup est arrivé un coup de baguette magique, et le plastique, c'est fantastique. Et sont arrivés ce qu'on appelle les fûts à usage unique. C'est un moment, on appelait ça les flux recyclables, mais bon, on s'est rendu compte que ça marchait pas tant que ça et que la plupart des déchetteries n'en veulent pas. Ouais. Donc, mais ça, c'est un autre sujet. Mais si on les regarde sur un plan purement technique et financier, c'est intéressant. Déjà, c'est pas un seul produit. Là, je vais citer quelques marques, et chacune a des concepts qui sont différents. Donc, le plus connu, c'est les Kikek. Le principe du Kikek, c'est tu as finalement un récipient qui mécaniquement résiste à la pression, mais il va pas en plastique, mais il va pas contenir la bière. Il va être contenir, on la voit sur cette image, une poche, et c'est cette poche qui va être remplie de bière. Donc poche souple, sous-tirage par le haut. Alors là, on le voit également. Donc l'avantage, c'est derrière que tu récupères pas les sédiments qui sont éventuellement dans les bien synchronisés là pour les images. Je te dis bravo. J'avoue, j'ai pas fait exprès. Il y a certains On sites n'a pas web, fait exprès. ils arrivent avec Et, la vidéo, et c'est très cool. Et puis c'était vraiment génial quand même, il faut le dire, c'est que tu n'as pas besoin de régler la pression. En fait, la pression, c'est le brasseur qui l'a choisi dans la poche. La carbonatation de la bière, tu ne peux pas la modifier, même si tu pousses avec trop de CO2 ou pas assez, il n'y a pas d'échange possible. Et puis, vu qu'il n'y a pas d'échange possible, allons plus loin, un simple compresseur à air suffit pour pouvoir pousser mécaniquement la bière jusqu'au bec de tirage. Donc sur le papier, quand c'est arrivé, ça a été quelque chose. Moi, je me rappelle, il n'y avait plus que ça dans les bars craft, quoi. C'était absolument hallucinant. Il y a pas de frais de consigne. On n'investit plus dans un parc de fûts. Tu as un simple compresseur à air et c'est bon. Tu as aussi une conservation qui était plus longue. Donc et ça reste un avantage. Le fût inox, tu as un peu de mal à le débrancher parce que le rebrancher après, tu as intérêt à bien nettoyer la tête. C'est peut-être plus simple, et les gens le faisaient beaucoup plus avec ces fûts dits à usage unique. Et quand tu as du monde dans le bar aussi, il faut être rapide, quoi. Donc,
Voilà. Après, ça avait quand même des inconvénients aussi. Bah, déjà, si tu parles de Kikek, c'est une marque et c'est une tête spécifique et donc il faut le coupleur, Kikek qui va avec. Si, tu parles toujours de Kikek, mais il y a pas qu'eux qui font ça. On l'a vu sur les schémas, ça tire vers le haut, hein, et le truc, c'est que parfois, beh, ça bouge de trop. Donc tu dois dégazer ton Kikek, ce qui est pas très sympa non plus. Et puis pour les brasseurs, ben, un Kikek, ça se remplit quand même tête à l'envers. Donc c'est pas sympa, non plus. Donc voilà, un produit, celui-là, je l'ai décrit un peu plus, en détail. Il y a pas que ça. Tu as une solution que je trouve, géniale. Je sais pas si elle a bien performé en France, mais c'est l'Ecophas et l'Ecophas, lui, c'est le meilleur des 2 mondes. C'est-à-dire qu'il va avoir une enveloppe extérieure, solide, opaque, c'est du PEHD le matériau, c'est consigné et à l'intérieur, tu vas avoir une poche souple qui est remplaçable. Donc pour le coup, tu dois quand même récupérer l'enveloppe extérieure, mais vu que tu remplaces la poche souple, derrière, tu as pas besoin de salitation. Donc c'est un intermédiaire qui peut trouver, un intérêt. OK. Puis après, tu as les gens qui se sont dit, «On va, copier simplement ce que fait un fût, en inox». C'est-à-dire qu'on va avoir, une seule, coque, qui va contenir la bière directement, donc il y a pas de poche. On va reproduire un plongeur, c'est-à-dire qu'on va cette fois-ci, récupérer la bière, par le bas et on va pousser au CO2. Bon, seule innovation, c'est qu'éventuellement la coque peut être transparente, ce qui te permet, de voir, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est-à-dire où tu en es en termes d'utilisation de ton fût. Et puis, il y a des gens qui ont réfléchi, qui se sont dit: «Beh, moi, j'enlève la coque, je ne garde que la poche» et là, on est sur, le FlexiKeg, qui, eux, font des poches, de mémoire, ça va entre 5 et 30 litres, derrière. Et donc voilà, donc on voit déjà que derrière, le terme «fût à usage unique», il y a quand même des produits qui technologiquement sont différents. Mmh. Donc on a bien vu les avantages pour, essentiellement pour les gens qui servent la bière. Pour les brasseurs, il y avait un avantage, aussi, qui était très intéressant, c'est qu'à une certaine époque, c'était économiquement intéressant, vu qu'en 2019, le coût moyen pour un fût à usage unique, hors frais de transport, c'était de l'ordre de 10 €. Maintenant, on est à plus que ça, au minimum 15 €. Et donc, du coup, face à cette inflation énorme, hein, qui a eu lieu, l'inox revient et actuellement, les gens, essayent de se reconstituer, un parc, voire de panacher entre les solutions. C'est pas, voilà, l'inox, est quand même beaucoup plus intéressant pour, la clientèle proche. Alors que, par exemple, le fût à usage unique, si tu fais de l'export, c'est bien, parce que ton fût à l'export, payer le retour, ça coûte beaucoup, trop cher. OK. Donc, on est dans un mix et puis, il y a des gens qui ont réfléchi, qui se sont dit: «Beh, on va aussi offrir des services avec de la valeur ajoutée» et donc, on voit aussi toute une offre de services de location, de fûts qui peuvent inclure ou pas, le nettoyage. On peut parler de, MyFût, on peut parler de SoFût. Juste pour parler de MyFût, le coût, ça commence aux alentours de 4 € par mois, pour un fût inox. Avec, une rotation, moyenne de 3 mois, ça te fait, 12 €, contre 15 € pour un fût à usage unique, en sachant que, il faut quand même y rajouter le coût du lavage, hein. Mais en tout cas, on voit que, les 2 sont dorénavant dans la même fourchette de prix. Donc voilà, c'est en gros, il y a pas une bonne ou une mauvaise solution, il y a juste des solutions, techniques qui ont des avantages et des inconvénients pour, les brasseries, pour celui qui débite la bière et pour le consommateur et chaque brasserie, en fonction de ses différentes contraintes et avantages, va devoir, trouver, la ou les solutions, qui lui conviennent, le mieux. Parfait.
Allez, on enchaîne. Merci, merci beaucoup. On enchaîne sur la tendance numéro 9. Donc au final, il en reste plus que 2. Et du coup, on en est déjà à 2 heures de podcast. Ça va vite. On va essayer de faire un petit peu plus rapide pour les dernières. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah, c'est à moi de parler, donc tant mieux. La filière en amont se structure. On va parler un peu plus rapidement de houblon, de malt, de bière biologique et de ferme brasserie. Donc on parle beaucoup des brasseries, mais qu'est-ce qui se passe en amont aussi? Les néo-houblonniers, les malteries régionales, les fermes brasseries. Est-ce que la filière amont française se structure enfin pour au final répondre à cette demande de local, de localité? Alors oui, la structuration de la filière amont est quasi finalisée en ce sens que euh, tu vas avoir des producteurs de houblon sur l'ensemble des régions françaises, que tu vas avoir des malteries régionales dans l'ensemble des régions françaises. On est à peu près, enfin moi j'en ai dénombré très exactement 21, il y en a certainement plus. Et donc, dorénavant, tu as la possibilité, alors on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais ça induit finalement ce que j'appelle la bière de terroir, et qui est quelque chose dans laquelle je crois énormément dans le futur pour plusieurs raisons. C'est tout simplement que là, la filière étant structurée, on va pouvoir acheter des produits locaux pour vendre localement une bière, ce qui a quand même beaucoup de sens. Donc, on va retrouver, alors je ne sais pas si tu as le graphe sous les yeux avec le nombre de houblonniers en France. On voit en fait, là, ce sont les brasseries. Excuse-moi, c'est pas le graphe Ah sur oui, les ok. houblonniers, ce sont les brasseries qui produisent de houblon. Donc, c'est pas leur cœur de métier, mais c'est celui-là que je voulais te demander. Tu peux le remettre. Ok. Tu vois, en fait, il y a une chose intéressante dans ce graphique, c'est que c'est plus ou moins plat enfin, ça monte jusqu'en 2019 et on voit que ça explose entre 2019 et 2023 et puis c'est un peu tout plat maintenant. Cette explosion, elle était liée à quoi? Elle était liée au fait que les néo-houblonniers étaient n'étaient pas encore suffisamment présents et donc que les gens, comment dire, se mettaient à faire le houblon. Et puis maintenant, ben, on est plat. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que brasser, c'est déjà beaucoup de métiers et qu'au final, on va laisser ce travail aux houblonniers et se concentrer sur la bière. Alors, juste pour parler du houblon, on est actuellement, si je parviens à retrouver les chiffres, oui, je parviens. Pour donner une petite idée, on est là, je ne parle pas de brasseries qui produisent du houblon à côté, je parle vraiment de gens dont c'est le cœur de métier. Et donc, les derniers chiffres, en 2024, on était à 228 exploitations houblonnières en France pour une surface cultivée de 750 hectares, dont, et ça c'est une spécificité française, 300 hectares en houblon bio. Et pour donner un autre chiffre, en 2015, on avait 1 hectare en bio, et 9 ans plus tard, on est à 300 hectares en bio. Donc, on est passé en fois 300. Donc, on voit vraiment qu'il y a des houblonnières partout en France maintenant. Pour les malteries, eh bien, ça a été la même chose. Alors là, l'objectif, c'est pas du tout de concurrencer au niveau du prix les malteries industrielles. Celui qui fait ça, je pense qu'il a rien compris, parce que ce sont des processus qui sont chronophages, onéreux, qui sont énergivores, qui utilisent des matériels encombrants. Donc c'est un vrai métier derrière. Et d'ailleurs, les graphes que tu montres là, c'est le nombre de malteries que j'ai recensé sur Projet Amertume associé à une brasserie en activité. Il bouge pas, quoi. Et il bouge pas parce que c'est compliqué de faire son propre malt. Mais donc, tu vas aller le chercher soit chez un industriel, et là, par exemple, Soufflet, son rendement en moyenne, c'était de 6200 tonnes par employé et par jour en 2020. D'accord? Dans une brasserie, une malterie artisanale, là j'ai un chiffre, c'est vieux silo, mais bon,
ça reste quelque chose, juste pour montrer le ratio, on est à 1 tonne par jour et avec un seul employé. Donc on a un ratio de 1 à 6 000. Donc on se rend bien compte qu'on va pas jouer sur le prix. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une malterie régionale et pourquoi, ça peut intéresser les gens? Parce qu'on veut produire des maltes locaux qui ont une haute qualité, environnementale, qui sont produits par des malteries régionales que tu peux mettre en valeur aussi, dans tes produits, mais en tout cas qui sont géographiquement, proches et donc ça permet, justement pour le consommateur de vendre un produit dit de terroir. Donc pour moi ça a vraiment une logique, d'autant plus, importante qu'on se resitue avec, des vertus environnementales et des vertus également financières, vu que toute la chaîne étant locale, les coûts de transport et les intermédiaires, sont limités. Par contre, ça a des inconvénients, qui sont aussi des avantages. Si je prends l'exemple du malt, les grosses malteries, eux, ils vont faire des batchs, des lots qui sont absolument énormes et ils vont avoir des stocks qui proviennent de plein de parcelles et d'agriculteurs différents. Donc ils vont mélanger tout ça et ça leur permet d'avoir toujours une qualité qui est la même. Ici, on va exactement faire l'inverse avec, les malteries, régionales. Ça peut être l'agriculteur qui va lui-même amener son propre, voire la ferme brasserie qui va amener, son propre orge, va venir le récupérer et fait sa bière, avec. Donc, l'avantage, derrière, c'est que là, pour le coup, tu mets en avant ta parcelle. L'inconvénient, c'est que tu vas avoir, une, comment dire? Une variabilité, de la qualité de ton malt d'une année, à l'autre, ce qui est logique et qui est lié, fondamentalement à la notion, de terroir et du climat. Et ça va obliger les brasseurs, parce que là j'entends les brasseurs, moi je veux bien faire, de la bière de terroir, mais je veux avoir toujours le même malt. Donc c'est pas possible. Mmh. Donc ça implique aussi que les brasseurs se forment pour analyser, pour comprendre une analyse de malt et pouvoir, adapter, le diagramme de chauffe en conséquence pour avoir le bon rendement, pour éventuellement faire, un palier protéique pour voilà. Donc c'est tout un travail, derrière et il faut que l'agriculteur fasse son taf, que le malteur fasse son taf, que le brasseur fasse son taf et que le consommateur qui accepte de payer un peu plus cher pour un produit de terroir accepte aussi, cette variabilité, Ouais, et derrière. ça, c'est de l'éducation envers le consommateur et c'est pas dit qu'en mettant en place tout ça de manière microscopique, le consommateur final voit vraiment une réelle différence, quoi. Donc c'est là aussi où faut peser le pour et le contre de à quel point ça vaut le coup de s'embêter à faire ça, si le conso final, ne voit pas la diff, quoi. Mais la différence, c'est il faut la dire, il faut marketer Ouais, c'est autour, ça, ouais. autour de ça. Il Et y a pour la le coup, brasserie, du on revient sur la tendance numéro 5, qui a un lien avec le côté terroir de la tendance numéro 5 qu'on a vu tout à l'heure, heu, qui peut être intéressante. tout à fait. Et du coup, il y a l'évolution du nombre de fermes-brasseries. Tu peux nous rappeler ce concept? Parce que je trouve ça assez intéressant. L'idée, sous-jacente, c'est, un petit peu comme les viticulteurs, qui avaient des mauvaises années, et qui se retrouvaient avec des trésoreries en difficulté. C'était un peu une diversification, des activités, une diversification, des cultures et puis, une réflexion sous forme, d'intégration verticale, se dire: si je produis de l'orge et de l'orge de qualité brassicole, donc pas de l'orge fourragère, eh bien, ma foi, pourquoi, ne pas le transformer en bière, moi-même? Donc une ferme brasserie, c'est un lieu où, on va, en plus des activités fermières qui peuvent être de production d'orge, qui peuvent être, des houblonnières, qui éventuellement peuvent avoir leur propre malterie. Il y a des gens qui font vraiment l'intégration verticale complète, il y en a une vingtaine en France. Eh bien, vont, cumuler ces différentes casquettes pour faire une bière qui de A, à Z, est produite, à un endroit, par les mêmes personnes qui ont, semé et récolté, et transformé, éventuellement, les différents ingrédients. Tu as des noms en Donc voilà tête? pour heu, écoute, oui, qu'est-ce que je peux là, tu me prends un peu de court tellement que j'ai de noms en tête, je pourrais t'en sortir, vu qu'il y en a, 100, une qui m'a marqué, malgré tout, c'est, la brasserie du Lion. Oui, forcément. Je sais
Alors, parce que eux, alors même si c'est pas de la bière techniquement, enfin légalement parlant, en tout cas pas techniquement si, mais eux, ils poussent la logique terroir jusqu'au bout, vu qu'ils vont jusqu'à mettre le nom et l'adresse de la parcelle sur qui a permis de récolter. On a fait un Euh, podcast ensemble, si vous voulez écouter en savoir plus sur la brasserie du Lion. On a fait un podcast l'année dernière, donc il est dans les clous de euh, Super Potion. eh ben écoute, moi je vais faire un. Ah ben j'ai pas de filtre possible là-dessus, mais c'est pas grave. Donc, oh là, si tu en veux quelques-unes, je peux te citer la brasserie Ribella à Patrimonio en Corse. Voilà, on peut citer. Alors c'est sur les petits volumes, hein. Il y a à Quai-Vert, la Quai-Vertoise. Euh, Là, j'avoue que j'ai pas Ouais, la ben, liste complète sous les c'est yeux, pas grave. mais En tout cas, je t'assure elle est dans le que projet Amertume. elle est dans le projet Amertume. Voilà, tout simplement. Allez voir le projet Et Amertume. puis ça reste aussi des petits acteurs, on est bien d'accord, Ouais. hein, forcément. En termes de brasserie bio, on va essayer d'aller un petit peu plus vite pour finir. Oui. En termes de brasserie bio, ça évolue aussi dans le positif. Alors, en termes de brasserie bio, ben là, tu as un chiffre, enfin, tu as le graphe du nombre de brasseries qui produisent essentiellement en bio, donc plus de 50% de la gamme, hein, c'est toujours extrait de ma base de données. Et donc, on voit que c'était linéaire jusqu'en 2018. On voit vraiment une explosion qui, je pense, est liée au fait que on avait la structuration de la filière amont qui s'est mise en place et qu'on trouvait beaucoup plus facilement les ingrédients. Et puis, pour l'instant, on voit qu'il y a un tassement dans le bio, tout simplement à cause des coûts Hmm. et des arbitrages qui font que les gens, le bio véhicule une image à tort ou à raison de produits plus chers, et donc, in fine, on va peut-être chercher moins des produits bio pour l'instant. Ouais. Mais le bio en France reste quelque chose d'exceptionnel, vu que voilà, donc ce graphe-là. Alors là, on arrive dans ma deuxième casquette qui est celle de la dégustation. Donc, dans les fiches de dégustation projet Amertume, j'ai 54 critères dedans, et j'en suis à un peu plus de presque à 23 000 bières différentes dégustées, dont un peu plus, enfin, à peu près 9 000 françaises. Ce nombre est complètement dingue. Oui, je sais, moi aussi, je suis complètement dingue, donc ça va bien. Et au final, et je suis toujours là, hein, en pleine forme. Et non, blague à part, ce qu'on constate sur ce graphique, c'est en bleu l'évolution du pourcentage de marques de bières biologiques en France. Ah, j'ai pas dit du volume, hein, entendons-nous bien. Je parle de marques de bières biologiques. On constate qu'on est passé à peu près de 8% en 2013 à 16% en 2025. Et puis, si j'enlève toutes les bières françaises des 23 000 dégustées et que je garde le reste du monde, c'est ce qui est en jaune. Et là, on constate que le bio a plutôt tendance à sous-performer dans le temps au niveau mondial. Alors évidemment, c'est un seul dégustateur et c'est pas des chiffres. Mais en fait, je trouve quand même qu'ils sont bien représentatifs et qu'ils évoluent constamment dans le temps. Mais là, on se rend compte que les pourcentages de marques biologiques dans le monde hors France, c'est à peu près 2%, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, on ne parle pas suffisamment du fait qu'en France, le bio a une place à part au niveau mondial, et que ça a eu une grande influence aussi sur la structuration de la filière amont, vu que la quasi-totalité des malteries régionales et des néo-houblonniers sont bio. Ouais, c'est vraiment intéressant ça. Ouais, pour switcher un petit peu sur ce qui se passe entre 2009 et 2019, on voit que ça s'est grandement rempli. Et du coup, dans quelle zone ça s'est le plus rempli selon toi? Écoute, on voit déjà que les zones historiques, donc Nord, Pas-de-Calais et puis le Grand Est sont toujours bien représentées. Mais on voit quand même que dorénavant, la région Auvergne-Rhône-Alpes est absolument surreprésentée. Par contre, en termes d'emploi et en termes de volume, ça ne représente pas grand-chose. Donc, c'est essentiellement des petites unités et beaucoup de personnes qui vont vivre là-bas et qui brassent en plus de leur activité principale ou autre. La Bretagne n'est pas mal non plus. Et puis, on voit quand même que, sans doute pour des raisons touristiques,
Le pourtour méditerranéen est également bien chargé. Mm. Ouais, c'est intéressant. Donc, le top 20 des brasseries par département. Donc, c'est le Nord, hein, bon. Ouais, c'est le nord. Après, bon, ben, ils sont quand même 2 600 000 hein, derrière, donc c'est sûr qu'il y a plus de brasseries. C'est une logique implacable. On remarquera quand même que le Finistère est deuxième et c'est lui qui a la meilleure dynamique ces dernières années, hein. Mm. Le Pas-de-Calais a bien monté également et le Bas-Rhin a bien monté également ces dernières années. Ok. Et du coup, là, c'est le top 20 des départements avec le plus de brasseries par habitant. Donc peut-être que pour Ouais, trouver le bon spot, faudrait arriver à celui où il y en a le moins pour arriver à se positionner. bah, ça tombe bien vu que c'est le graphe après. Mais en tout cas, là, c'est quand même hallucinant de se dire que si tous les habitants des Hautes-Alpes se fixaient rendez-vous et se répartaient de manière équitable dans les brasseries de leur département, bah, ils se retrouveraient à seulement, entre guillemets, 6 000 personnes. Donc, finalement, chaque brasserie doit vivre avec 6 000 personnes. Donc, et si on fait l'inverse, mais on se dit, on comprend pas pourquoi il y a pas plus de brasseries en Hauts-de-Seine ou en Val-de-Marne, vu qu'ils ont un potentiel d'habitants impressionnant. Bon, peut-être que les coûts de l'immobilier y est pour quelque chose. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a une forte variabilité du nombre de brasseries par habitant, ou plutôt d'habitants par brasserie selon les départements. Ok. Voilà, c'est la même chose pour les régions et c'est ce que je disais, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, grand champion, hein, il y a pas à tergiverser Mm. là-dessus. L'Occitanie aussi, donc c'est quand même pas deux régions qui sont des régions de tradition brassicole. Par contre, on va retrouver en effet le Grand Est en troisième position et puis finalement les Hauts-de-France qui sont dans le haut du milieu derrière. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ben là, c'est le même exercice tout le monde va dans une brasserie, mais non plus pour un département et pour une région. Et donc, pour la Bourgogne-Franche-Comté, en moyenne, il y a 14 000, enfin presque 15 000 habitants pour une brasserie. Donc, c'est la région de France qui, entre guillemets, alors c'est un critère parmi d'autres, hein, bien entendu, est la plus concurrentielle là-dessus. Mm. Et après, top 20 des départements selon la production en hecto. Ouais, donc là, du coup, j'ai croisé avec les hectos. Et sans surprise, on retrouve là où sont les industriels, hein. Activité, ouais. Mm. Donc c'est logique, hein, si on prend par exemple les Bouches-du-Rhône, c'est Heineken, l'usine La Valentine à Marseille, hein. Si tu prends La Réunion, qui est juste après, si tu te dis comment ils sont là, c'est Bourbon. Et puis si tu prends la Martinique en 13e place, c'est la brasserie Lorraine derrière. Donc forcément, on a vu que la production était très concentrée sur un nombre de sites limité, on retrouve également un graphique similaire à celui précédent, avec un diagramme qui devient rapidement plat à partir de la 5e place. Ok. Et pour terminer sur les diagrammes, le classement des régions selon la production en hecto. Eh ben oui, il y a eu un petit rééquilibrage qui s'est fait récemment, même si la région Grand Est produit encore plus de 50% de la production française. On peut constater que le Hauts-de-France grimpe parce qu'il y a eu une grosse brasserie qui a fermé. C'est la brasserie de l'Espérance à Châteauguay. Donc c'était un des 3 sites de production de Heineken en France. Il en reste 2 pour l'instant. Et donc, celui qui est situé dans le nord, hein, anciennement Pelfort, est celui qui va être amené à récupérer la plus grosse partie de la production du site fermé. Donc, ça rééquilibre. Donc, j'attends d'avoir des chiffres à jour pour ces sites afin de voir si effectivement on va pas petit à petit arriver à un équilibre dans le temps entre le Grand Est et les Hauts-de-France. Très bien. Et pour finir, la surface de production de houblon en France en 2024.
Ah, c'est assez parlant le schéma aussi. Ouais, le schéma est assez parlant. J'en ai déjà discuté un tout petit peu tout à l'heure, mais en fait, c'est assez. Enfin, je ne sais pas, tu t'attends pas, par exemple, à ce que la Nouvelle-Aquitaine ait une production quasi équivalente à une région historique houblonnière, Mmh. donc les Hauts-de-France. Donc déjà voir cette carte, c'est très bien. Euh, et puis, oui, c'est Interhoublon, hein, donc qui a créé cette carte. Et puis, bah là, on retrouve les fameux chiffres sur la prédominance du bio, quoi, qui explose tous les compteurs. On est déjà à 300 hectares sur 750 hectares en bio, et ça continue à progresser. La quasi-totalité des nouvelles houblonnières actuellement sont des houblonnières bio. Parfait. Allez, je te propose de finir avec la tendance numéro 10 qui est concours et visibilité. Donc c'est un sujet qui parle directement à nos auditeurs, je pense, le marketing et la visibilité pour le coup. On voit une multiplication des concours de bière en France, organisés par pas mal d'organismes, dont beaucoup de privés. Est-ce que ça reste un levier pertinent pour se différencier ou est-ce qu'on arrive vraiment à saturation d'après toi? Alors, en tant que juré de concours, je sature. C'est-à-dire que tu sais plus où mettre les pieds. Donc ouais, il y a de plus en plus de concours euh, à l'échelle régionale, euh, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc, j'ai envie de dire que le problème qu'il y a eu derrière, tu l'as souligné, c'est que ces concours sont organisés pour la plupart, hein, sauf finalement moi, le concours général agricole où la bière a tardé à arriver. Il a fallu attendre 2003 avant que la bière soit enfin considérée comme un produit agricole. Ils sont dans les mains de groupes privés. Voilà. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est pas du tout le cas pour les concours de vin, qui sont très encadrés par la Direction générale de la répression des fraudes. Et donc là, ils ont un peu loupé le coche, ils se sont fait dépasser par le privé. Et ce contrôle par le privé peut être aussi un risque pour le consommateur, vu qu'au final, euh, on en revient à la notion, mais ça c'est un autre sujet, et puis on a déjà dépassé les 2 heures, mais qui est quels sont les critères qui font qu'un concours est un bon concours. C'est quand même la transparence dans le nombre d'échantillons par catégorie, par exemple, la qualité du jury, un cahier des charges précis, le fait qu'on connaisse le nombre de médaillés par catégorie, que ça ne dépasse pas les 20%, etc., etc. Donc, on va avoir plein de médailles et le consommateur dans l'histoire, il ne s'y retrouve pas. Donc, j'ai simplement envie de dire qu'il y a des concours qui sont plus orientés pour les gens qui veulent développer leur vente. Et là, va au World Beer Awards dans une catégorie pas très connue, tu risques d'être le seul dans ta catégorie et tu vas Mmh. gagner. Ou les brasseurs qui ont plutôt envie d'avoir un retour pour savoir comment positionner leurs produits sur le plan organoleptique dans un style donné. Et là, je penserais plus particulièrement au France Beer Challenge, où tu as la possibilité d'avoir ce retour écrit de la part des dégustateurs qui te permet de savoir comment ta bière a été perçue par des experts derrière. Donc encore une fois, hein, c'est un petit peu comme pour les fûts. Il n'y a pas un bon fût, un mauvais fût. Il n'y a pas un bon concours, un mauvais concours. C'est à toi de choisir en tant que brasseur où tu veux mettre ton temps et ton argent. Et de toute façon, malgré toute cette quantité de concours, la France reste un pays où les brasseurs participent peu au concours, hein. J'avais vu des chiffres entre de l'ordre de 5%, alors qu'on est à peu près à 20% des brasseurs italiens qui participent à des concours. Donc OK. voilà, faut relativiser. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur les concours, on a fait, pas 2 épisodes de podcast, je crois, sur Milecto avec, Dorothée Van Act, mon autre podcast bière, donc Que, voilà, que je salue. que tu salues au passage. Si on pouvait conclure, en une seule phrase, pour toi, ce serait quoi la grande tendance à retenir, pour la filière brassicole française en 2026? Mmh, La maturité, tout simplement. Je pense que c'est un peu le bon terme. La maturité, c'est pas un terme négatif. Mmh. Il est plein d'espoir. Euh,
on a eu pas mal d'articles qui étaient négatifs dans le monde de la bière. Certains syndicats aussi jouent sur le sujet. Moi, j'ai envie de dire, continuer à garder du plaisir, prendre de l'espoir et la maturité le permet, c'est une bonne chose. Donc voilà, je reste optimiste pour le futur et je suis impatient de voir comment le merveilleux monde de la bière, les hommes et les femmes qui sont derrière vont évoluer dans le futur. Génial. Bah, merci pour cette touche d'optimiste. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon ultra complet et passionnant des tendances de la bière en France en 2026. On va forcément mettre tous les liens vers le projet Amertume et les e-books d'Emmanuel en description de l'épisode. Je montre juste ton site internet, donc projet.amertume.free.fr. Voilà, où vous pouvez télécharger l'e-book au format PDF. Et du coup, c'est un prix libre et on peut faire un don et tout est reversé à une association, c'est ça? Oui, depuis le début, ce sont les Restos du Cœur Ok, et ça rejoint le fait que c'est pas mon travail et que c'est aussi le prix de l'indépendance, derrière pour l'instant, en tout cas dans mon modèle économique, de ne pas en vivre. ok. Bah, c'est louable, c'est beau. J'ai envie de dire merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la filière. Je pense que tous les auditeurs et auditrices vont Et être toi aussi Ludovic, parce que ton travail est très intéressant, je l'apprécie beaucoup. Ah bah merci, c'est gentil. Mais en tout cas, justement, si ça vous intéresse, si ça vous a plu, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Super Potion, abonnez-vous au podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcasts, laissez 5 étoiles. Et voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir l'émission, mon travail et nos travaux respectifs. Et écoute, bah, je te dis à très bientôt dans la vraie vie et je te remercie beaucoup pour ce temps passé ensemble. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Top. Allez, salut. Ciao, ciao.